Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Je suis Léo Brunet, cofondateur de Vision Dev, une entreprise de capital privé spécialisée dans l'investissement immobilier au Québec. Sur le chemin de bâtir un large portefeuille immobilier, j'interviewe des entrepreneurs ou des gens qui ont des parcours atypiques pour apprendre plus sur les leçons, les astuces, bref, les trucs qu'ils ont accumulés dans leur parcours pour en arriver là où ils le sont. Aujourd'hui, on interviewe Patrice Maccabé, qui est le directeur de Alpabem et de CAFGRAF, deux organismes qui œuvrent dans la santé mentale dans la communauté de Laval, tant pour les proches aidants des personnes atteintes de maladies mentales que les personnes avec une maladie mentale elles-mêmes. C'est une entrevue super intéressante où on parle beaucoup de la santé mentale puis de la situation au Québec. C'est quoi les défis qui sont encore à surmonter? C'est quoi les défis qu'on a réussi à surmonter dans les 40 dernières années? C'est quoi le rôle des organismes communautaires dans notre société aussi au Québec? Comment est-ce que ça vient supporter les services publics et privés? On vient démystifier aussi qu'est-ce que c'est de gérer une entreprise à but non lucratif et comment est-ce qu'un entrepreneur avec une vision a réussi à faire changer la manière que les entreprises à but non lucratif opèrent au Québec. Il est venu casser des vieilles traditions qui lui ont permis de faire croître les services de l'organisme puis de servir beaucoup plus de monde qu'à l'origine. C'est un parcours qui est fascinant, qui a été semé d'embûches, mais que Patrice a réussi à surmonter. Puis on apprécie vraiment qu'il soit venu aujourd'hui nous parler de façon très ouverte et vulnérable des défis que ce parcours-là lui a donné. Puis on en profite également pour annoncer le vernissage de l'Alpabem qui va arriver le 17 octobre. Ces dernières minutes un petit peu, mais il y a potentiellement encore des billets disponibles. Le vernissage auquel j'ai participé il y a 2 ans. Et puis, c'est un super événement. J'y vais y être et j'espère vous voir là-bas aussi. Donc, sans plus tarder, je vous permets d'écouter une entrevue fascinante. Vous ne voudrez pas rater cet épisode. Patrice, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'apprécie ton temps. Puis, je pense que tu as une histoire assez intéressante à nous raconter aujourd'hui. On va parler de santé mentale, on va parler d'Alpabem. Et puis, on va parler aussi la business d'opérer une opération à but non lucratif. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est presque sûr qu'un jour, je vais en partir une dans certaines causes qui m'intéressent. Donc, je suis curieux d'en entendre parler plus là-dessus. On s'est rencontrés grâce à Jean-François Manouvrier de Yule, Yes. qui nous a mis en contact pour que je participe à un vernissage d'Alpabem que vous faites à chaque année. Exact. Pour collecter des fonds pour la cause. Puis, je m'étais porté volontaire. J'avais fourni une de mes toiles qui avait été vendue là-bas. Puis, ça avait été une très belle expérience. Puis, c'est sûr, je vais le refaire éventuellement. Puis là, il y a le prochain vernissage qui s'en vient très bientôt, le 17 octobre. Oui, c'est toujours la semaine suivant la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Là. Au moment de l'enregistrement, on est en plein dans la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. C'est toujours la première semaine d'octobre pleine. Puis, nous, on fait ça la semaine suivante. Donc, l'année prochaine, c'est le 16 octobre. Donc, ça tourne toujours à peu près à la mi-octobre, notre événement. On est rendu à la 8e édition, déjà. Wow! Puis, comme tu me disais tantôt, ça n'arrête pas de grandir. Vous êtes rendu dans votre 3e, 4e site pour organiser l'événement parce que ça prend de l'ampleur. Ouais. Il y a des grands noms aussi qui commencent à apparaître parmi les artistes exposés. Certains vivants, certains pas vivants. Donc, on voit que ça devient de plus en plus sérieux. Bien, l'histoire du vernissage, si tu me permets, ce qui est fascinant, c'est que comme entreprise à but non lucratif, nous, on cherchait une façon d'augmenter notre visibilité dans la communauté des affaires pour essayer de rejoindre justement le milieu des affaires parce qu'on sait que la maladie mentale chez les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'est un sujet qui est tabou. Puis on sait que quand même des problèmes de santé mentale, plusieurs le reconnaissent qui ont des enjeux de santé mentale. On va voir des chefs d'entreprise avec des troubles bipolaires, par exemple. Donc, quand ils sont sur leur high, ils sont très productifs, ils ont beaucoup d'idées et tout ça, puis ils sont capables, pour la plupart, de les réaliser. Mais à un moment donné, ils se cognent le nez, puis ils vont tomber plus dans la phase dépressive. Bref, pour nous, c'était vraiment important de se connecter le milieu communautaire avec le milieu des affaires. Puis la petite histoire du vernissage, en fait, c'est que c'est une chef d'entreprise qui avait un enjeu de santé mentale, puis elle nous avait dit « Le meilleur service que moi j'ai eu comme personne atteinte de maladie mentale, c'est les services que vous avez à offrir à ma famille. »
Puis juste pour ça, j'ai le goût de redonner. Puis à ce moment-là, elle, c'était une artiste. Ben, elle peignait, disons, de façon très... dans son atelier, c'était vraiment plus une thérapie pour elle. Ouais. Puis elle a dit, ben écoute, moi, tous mes partenaires d'affaires, quand ils voient mes œuvres, ils veulent les acheter, mais je ne veux pas les vendre parce que c'est trop intime pour moi. Ça représente trop, justement, les phases où ça allait pas bien. Puis elle a dit, ben pour vous autres, là, j'ai le goût de faire De des œuvres, m'exposer. puis de faire un événement avec vous. Fait qu'elle, elle nous avait offert 25 œuvres. Elle avait trouvé tous les acheteurs, elle avait trouvé les commanditaires. Puis là, nous, on a décidé, bon, on a loué une salle, la salle à la Place des Arts à Laval, puis elle était venue. Puis ça avait créé le premier événement. Puis là, à ce moment-là, j'ai trouvé très intéressant de joindre la santé mentale, les arts et le milieu des affaires. Puis ben, depuis ce temps-là, on fait notre événement à chaque année. Il y a eu évidemment les 2 années de la COVID où on n'a pas eu d'événement. Mm-hmm. C'est tellement c'est tellement un bel addon, c'est tellement un beau support de sa part aussi. Mm-hmm. Puis vous avez sauté sur l'opportunité. Tu veux-tu nous donner 2-3 mots sur qu'est-ce qu'est Alphabem avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, que nos auditeurs aient un peu plus de contexte sur qui tu es puis qu'est-ce que tu fais? Oui, ben, l'Alphabem, c'est l'Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental. Donc, à l'époque, parce que c'est un organisme qui ça fait 40 ans que ça existe, à l'époque, on nous donnait des acronymes. Là, fait que c'est pas super sexy en termes de marque de commerce, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Le nom est connu faite, comme ouais. ça. Puis, ben, la particularité de cette organisation-là, c'est que sur le territoire de Laval, puis c'est un peu des organismes comme nous, il y en a un peu partout au Québec. Mais nous, sur le territoire de Laval, on est la seule organisation qui, notre priorité, c'est pas nécessairement d'améliorer le bien-être mental de la personne qui a un enjeu de santé mentale, mais nous, c'est d'aider son entourage. On utilise le terme proche aidant aujourd'hui, mais pour nous, l'entourage, c'est les parents, les conjoints, les enfants de la personne qui a un enjeu de santé mentale ou qui vit de la détresse psychologique. Donc, c'est une organisation qui a été créée Puis dans quel cette genre intention-là. d'aide est-ce que vous fournissez? Bien, souvent, les familles, quand ils nous appellent, bien, premièrement, ils veulent avoir une première écoute. Donc, quand ils appellent à nos bureaux, il va y avoir des intervenants qui vont les recevoir pour une première fois, qui vont entendre leur histoire. Nous, on appelle dégonfler la balloune parce que souvent, ils arrivent très chargés émotivement. Donc, ça commence par un premier contact téléphonique. Par la suite, on va leur offrir un suivi en individuel, un peu comme si tu vas rencontrer un psychologue. La seule différence, c'est que nous, on ne fait pas de thérapie avec eux. On les accompagne sur qu'est-ce que ça leur fait vivre d'être le proche d'eux. On leur donne cet espace-là à eux. Puis par la suite, tout dépendamment de leurs besoins, on va les orienter vers d'autres services qu'on a à l'intérieur. Donc, il y en a qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Donc, on va les diriger vers nos groupes d'entraide. Il y en a d'autres qui disent, hey, moi, j'aimerais ça aller chercher des outils pour faire face à des moments de crise, par exemple. Donc, on a des programmes, ce qu'on appelle plus psychoéducatifs. Là. C'est vraiment des cours avec des devoirs, des exercices avec d'autres familles. Puis, évidemment, ben, les gens, souvent, ils veulent de l'information, ils veulent en apprendre un petit peu plus. Donc, on a un magazine, un site Internet, on a des conférences qu'on organise à chaque mois où on fait venir des spécialistes ou des personnes qui ont déjà passé par ces moments-là, puis ils viennent faire leur témoignage. Fait que, grosso modo, ça tourne alentour de ces services-là. OK. Puis quand tu parles de santé mentale, y a-tu des cas particuliers qui reviennent plus souvent que d'autres qu'on pourrait reconnaître? Ben, quand on parle de troubles de santé mentale, en tout cas, à notre niveau, on parle vraiment de problématiques de dépression majeure, de schizophrénie, de troubles bipolaires. Des fois, on parle de magnécodépression. Aussi, c'est la même chose. On va parler des troubles de la personnalité limite et des troubles d'anxiété, mais sévères. Là. Donc, on va parler plus de troubles obsessifs compulsifs, par exemple. OK. Donc, ça va être pas mal les 5 problématiques avec lesquelles les gens viennent chercher du soutien. Ça va être, par exemple, le parent d'un enfant qui souffre de ces troubles-là ou la famille, peut-être les enfants de la personne qui souffre de ces troubles-là ou un frère, une sœur. La majorité, nous, c'est des parents parce que évidemment, quand on parle, là, t'es un nouveau papa, tu dois comprendre comment c'est viscéral l'amour qu'on a pour nos enfants. Donc, c'est sûr que quand ton enfant il a de la détresse puis il veut s'enlever la vie ou ça fait vivre beaucoup d'impuissance, de tristesse, il y en a qui vont se sentir coupables de la problématique de santé mentale de leur enfant. Donc, pour eux, là, de couper le cordon, c'est un peu plus difficile, par exemple, qu'un conjoint, une conjointe qui, un moment donné, après 5-6 ans là, d'accompagnement, disent ben là, ça marche pas, tu veux pas aller chercher de l'aide, mais
pour prendre soin de moi, je vais me séparer, par exemple. Mhm. On va voir souvent la fratrie aussi, à un moment donné, qui va prendre la distance par rapport à la personne qui a un enjeu de santé mentale. Sinon, ben, pour les enfants d'eux, souvent, eux, ben, c'est plus difficile à détecter les impacts, mais là, nous, notre mission nous permet de les rejoindre puis de leur offrir un espace bien à eux. Là, on parle des 6 à 13 ans. Là. OK. Super. Ça donne une petite idée de ce que vous faites. On va certainement décortiquer ça plus en détail. Mais j'aimerais ça savoir d'où c'est parti Alphabem. C'est quoi le besoin initial qui a lancé le projet il y a 40 ans? Là, on va faire un petit retour dans l'histoire, puis un mot que je suis pas capable de dire, mais nous, on dit la désinstitutionnalisation. Je n'étais pas loin, il me manquait, je pense, une syllabe. OK. Mais dans les années 70, on a sorti, à l'époque, ils utilisent le terme les fous, on a sorti les fous des hôpitaux. Puis l'intention, c'était de dire, ben on va sortir du système asilaire. Donc, aussitôt que quelqu'un avait un enjeu de santé mentale à l'époque, c'était très tabou, c'était caché, donc on les envoyait dans les asiles. Puis, à un certain moment donné, le gouvernement, entre autres, a dit, ben là, écoute, il faut prendre soin de ces gens-là dans la communauté. Donc, on les a sortis de ce système hospitalier. Par contre, on a laissé les sous dans le système hospitalier et on a renvoyé les gens dans la communauté, chez leur famille et parfois dans la rue. Puis, on a encore des effets aujourd'hui de ce système-là. Puis à ce moment-là, c'est là où les familles ont commencé à dire, ben là, nous, on n'a pas les outils pour garder nos proches à la maison. On vit de l'impuissance, on vit de la tristesse, on vit des gestes, des fois de colère, d'agressivité. Donc, à ce moment-là, puis le système de la santé, leur intention, eux, c'est de prendre soin du malade et non pas nécessairement du proche aidant. Mhm. Donc, c'est cette initiative-là, à un certain moment donné, les familles se sont regroupées. Puis on dit, ben là, ça nous prend des services pour nous. Puis c'est un peu la valeur principale des organismes communautaires qui ont été créés dans toute cette vague-là. Là. Puis il n'y a pas juste dans le secteur de la santé mentale, mais un organisme communautaire, ça se crée par la communauté pour répondre à un besoin qui n'est pas répondu par la communauté, le système public, privé, tout ça. Donc, c'est vraiment des familles, il y a 40 ans, qui ont dit, ben là, nous, on va se créer cette organisation-là. Au début, c'était vraiment du pour et par, c'était vraiment que du bénévolat. Les gens qui répondaient au téléphone, les gens qui accueillaient, c'était vraiment que des familles. Puis, de fil en aiguille, ils ont été chercher un premier budget. Puis, là, aujourd'hui, 40 ans plus tard, on est rendu quand même une entreprise qui offre des services, mais qui renie pas non plus son histoire. Puis, on essaie vraiment de rester dans ses valeurs, de répondre aux besoins de la communauté. Donc, on s'ajuste en fonction des besoins des familles de 2024. Moi, je suis arrivé à l'Alphabem en 2006. C'est pas les mêmes services qu'on offre. Les services se sont transformés pour répondre toujours aux besoins de la population. Puis les besoins, est-ce qu'eux, ils ont changé depuis ce temps-là? J'imagine que on parle beaucoup plus de la maladie mentale aujourd'hui. Ceux qui l'avaient dans leur famille, autrefois, on parlait peut-être pas. Aujourd'hui, il doit y avoir beaucoup plus de monde qui viennent demander de l'aide parce que c'est plus naturel aujourd'hui de le faire. Qu'est-ce qui a changé dans les 40 dernières années par rapport à cette attitude-là, tu dirais? Ben, je pense que là, il y a 40 ans, j'avais 8 ans, là, donc c'est pas moi qui ai créé l'organisme, là, mais au début, je pense que c'était vraiment de briser l'isolement, de pas passer, parce qu'à l'époque, même les psychiatres disaient que la maladie mentale était causée par la mère pratiquement pendant qu'elle était enceinte. Là, donc, il y avait comme ce reproche-là qui était fait. Donc, les familles se sentaient très coupables. Donc, juste le fait de se retrouver entre elles, parce que principalement, c'était des mères qui étaient là. Les bonhommes, dans le temps, c'était donne-toi un pied dans le cul, va travailler, puis prends soin de toi, relève-toi. Fait qu'il y avait vraiment comme un manque d'information. Il y avait de la bienveillance, de l'amour, mais il y avait quand même des commentaires comme ça qui peuvent être très blessants pour les gens de l'époque. Donc, au début, c'était vraiment briser l'isolement. Donc, de se regrouper, de s'échanger des petits trucs. Moi, quand je suis arrivé en 2006, ce que j'observais, c'était beaucoup le besoin de répit. Donc, des gens qui, à force d'accompagner de façon continue des personnes avec des enjeux de santé mentale, ça leur faisait vivre à eux de l'épuisement. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment besoin de sortir de la maison, d'avoir certaines activités, de se retrouver dans un environnement plus ludique en étant avec d'autres personnes qui vivent la même chose.
Puis, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment des services plus pointus, donc vraiment de l'accompagnement individuel, des formations, de l'information. OK. Puis, à quelque part, la santé mentale, ça se traite pas juste en clinique, ça se traite aussi sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans les habitudes, j'imagine. Je suis loin d'être un expert là-dedans, mais je suis curieux de savoir, est-ce que Alphabem aide les proches aidants à soigner les personnes en même temps que les professionnels, en les formant puis en leur expliquant comment encadrer ces personnes-là puis les aider à les supporter? Ou c'est vraiment juste pour leur apprendre à cohabiter avec cette réalité-là? Ben, je dirais que, tu sais, par rapport, quand on pense à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, tu sais, la statistique, c'est une personne sur 5 va passer par une des problématiques que je nommais tantôt. La très grande majorité des gens s'en sortent par eux autres mêmes, parce qu'ils ont un environnement supportant, parce qu'ils ont des ressources internes, ils ont des amis, décident de faire des changements. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller à l'hôpital, d'avoir un psychologue. Donc, après, je pense, de mémoire, là, j'avais entendu, c'est 80 des gens qui ont des enjeux de santé mentale, anxiété, dépression, vont, par leurs propres moyens, se rétablir ou aller mieux, Ils sont pas éventuellement. suivis. Pas nécessairement. Donc, tu sais, il faut sortir du schéma, dire, ben, j'ai une maladie mentale, j'ai besoin d'avoir un psychiatre, j'ai besoin de ma médoc, puis mon psy. Tu sais. Donc, il y a des troubles sévères. Donc, c'est sûr, quand tu souffres d'une schizophrénie, tu as des hallucinations, tu es en dépression majeure, tu as un trouble bipolaire, tu as un trouble de personnalité limite comme assez aigu. Ben là, à un moment donné, ça va amener des changements dans ton environnement, dans ton fonctionnement. Tu vas commencer à te désaffilier de ta famille, de tes amis, de tes proches, de ton travail, de l'école. Puis là, les conséquences de ça vont avoir pratiquement plus d'impact que la maladie mentale en soi. Donc, retenons que la majorité des gens peuvent s'en sortir. On va parler des fois d'autogestion des soins. On s'en va beaucoup vers ça en ce moment. Des fois, un livre fait tous les faits qu'on a besoin d'avoir. D'éducation, d'information. Donc, nous, on va travailler beaucoup avec ceux dont c'est une problématique sévère. Puis notre rôle avec la famille, c'est vraiment de diminuer la détresse que le proche vit. Puis à ce moment-là, lui, il retrouve plus son rôle de parent, conjoint, ami. On ne veut pas qu'il devienne l'infirmière, le travailleur social, le psychiatre de. La relation avec son proche revient ce qu'elle était peut-être plus avant. Ça améliore le bien-être de toute la famille, puis ça a des effets positifs sur la personne atteinte. Donc, oui, on va leur donner des outils à quoi faire ou ne pas faire dans une situation de crise. On va leur donner beaucoup d'informations sur la problématique de leurs proches, qui vont les aider à mieux comprendre puis redevenir empathiques par rapport à leurs proches. On va leur donner aussi encore accès à du répit, donc ils vont prendre soin d'eux. Puis, tout le volet aussi, puis ça, on va le voir beaucoup plus sur les parents, mais il y en a des fois qui veulent plus que leurs proches. Donc, à un moment donné, quand ils réalisent que, ben écoute, c'est un adulte, c'est une personne intelligente, elle fait ses choix, je suis pas d'accord, je lâche prise un petit peu sur mon rôle de parent quand mon enfant avait 6-7 ans, il est rendu à 20-25 ans. Je reste présent, mais je me surinvestis pas trop parce que je suis en train de me noyer. Là, ce genre de réflexion-là puis de réalisation-là fait en sorte qu'à un moment donné, ben, le proche, la personne atteinte, va décider de prendre en charge son propre établissement. Puis les services sont disponibles pour les citoyens de Laval seulement ou vous servez? Ben nous, on est un organisme principalement subventionné par un programme régional. Donc, dans chaque région du Québec, il y a des organismes communautaires qui sont financés régionalement ou localement. On a d'autres subventions avec Centraide, etc. Donc, on va chercher d'autres sous, mais c'est sûr que actuellement, on a 186 personnes, je pense, à la liste d'attente. Donc, c'est sûr que nous, on est financé pour aider des citoyens de Laval. Donc, on priorise cette clientèle-là. Quand il y a des gens de l'extérieur, là, parce qu'ils travaillent à Laval ou ils n'ont pas les mêmes services dans leur région ou ils cherchent vraiment à travailler avec nous parce qu'ils apprécient nos approches, bien là, souvent, on va charger des frais. Mais là, en ce moment, même quelqu'un qui voudrait absolument nos services puis il vient de l'extérieur, on va l'orienter vers sa région. Donc, on n'est pas nécessairement, on ne gère pas notre clientèle par code postal. Mais c'est surtout de les informer quand les gens viennent de l'extérieur que, ben écoute, il y en a des services dans ta communauté. Donc, OK. Puis les gens,
ils vont travailler avec vous combien de temps typiquement? C'est quoi le range? Est-ce qu'il y en a que ça fait des années qui sont avec vous puis que vous les aidez? Euh, Oui. c'est quoi la moyenne? Je sais pas si vous avez une moyenne de temps. Ben, nous, on sait que par rapport à certains services, nous, par exemple, le suivi individuel, notre approche est faite pour offrir 6 à 8 rencontres. En principe, à 6 à 8 rencontres avec un accompagnement avec un de mes intervenants. La personne devrait passer à travers son enjeu principal. Mais après ça, il y a d'autres services en entour, comme j'expliquais tantôt. Mhm. Même si on offre 6 à 8 rencontres, le fait maintenant qu'on arrive beaucoup plus vite dans la vie des familles, le niveau de détresse est d'épuisement est moins élevé. Fait qu'en moyenne, je dirais c'est 3 rencontres. Les gens, je pense qu'ils se retrouvent sur une track où ils reprennent leurs ressources. Ils ont les outils qu'il leur Ouais. faut. Mais on a des gens qui sont avec nous depuis 20-25 ans, qui, pas nécessairement qui ont besoin des services, mais ont participé à certaines activités. Un organisme communautaire dans notre processus client, là, si on veut voir ça, parce qu'on va peut-être pas le mener du secteur affaires. Un organisme communautaire, son intention, c'est qu'à un certain moment donné, son client se réinvestisse dans la mission. Donc, nous, de façon très consciente, on offre des services de qualité qui répondent à leurs besoins. Puis à un certain moment donné, il y a des gens qui décident de se réinvestir dans l'organisme. C'est ce qui fait que nous, au niveau des subventions, ça double, à triple pratiquement par cet engagement-là. Donc, écoute, moi, je pense à la fondatrice de l'Alphabem, Mme Touin, là, je dirais, est encore présente, pas plus physiquement parce qu'elle est rendue un peu plus que 90 ans, mais elle m'envoie quand même un petit courriel une fois de temps en temps. Puis on a certains événements où, les événements rassembleurs où on a nos fondateurs ou les membres honoraires, comme on appelle, qui viennent assister aux événements quand même. Donc, puis il y a des gens qui reviennent aussi à un certain moment donné parce qu'il peut y avoir des nouvelles crises, des nouveaux épisodes. Puis à ce moment-là, les gens reviennent vers nous pour chercher de l'aide. Donc, il n'y a pas nécessairement un parcours type, là, mais... Puis les rencontres sont étalées à chaque semaine, à chaque 2 semaines. C'est quoi typiquement le processus? Nous, on y va en fonction des besoins de la personne. C'est ça notre approche. Donc, le cas type, c'est souvent la personne va venir une fois par semaine, peut-être pour les 2-3 premières rencontres. Après ça, on va étaler ça aux 2 semaines. Après ça, une fois par mois. On va peut-être faire un petit suivi dans 6 mois, 1 an. Mais comme notre offre de service ne se limite pas juste au suivi individuel, bien souvent, ils vont venir au groupe d'entraide, ils vont venir à une conférence, ils vont suivre une formation pendant 10 semaines. Fait que pendant qu'ils font ça, souvent, ils participent pas à d'autres activités. Donc, grosso modo, je dirais que ça ressemble à ça. OK. Puis le monde entend parler de vous par référence, comme... Est-ce que le système public réfère du monde à vous? Comment ça fonctionne? Ben, nous, on a beaucoup travaillé sur la marque de commerce, la réputation, la qualité des services, d'être visible dans la communauté. Fait que, encore aujourd'hui, là, quand je regarde mes stats, là, parce qu'on est quand même attentif à ce genre de questions-là, à peu près 50% des gens qui viennent chercher de l'aide, c'est le résultat de nos propres efforts à nous. C'est-à-dire notre présence sur les médias sociaux, notre site web, le contenu qu'on sort fait en sorte que ça nous fait connaître. Mais la plus grande référence qu'on a, c'est le bouche-à-oreille. Donc, c'est des gens qui ont eu les services, qui en parlent à d'autres dans leur milieu de travail, qui fait que, hey, tu devrais appeler là, tout ça. Fait que le bouche-à-oreille, ça reste encore notre meilleur outil. Sinon, l'autre portion, ça va être des actions plus publiques, mais c'est pas énorme. Mais le réseau public va nous référer à peu près 30% du temps, les gens qui viennent chercher de l'aide. Fait que quand on appelle au 811, par exemple, on va au 6 de notre région, là, ils vont dire, les proches qui accompagnent le patient, les autres, ils vont utiliser le terme patient, ils vont dire, vous pensez à vous, il existe telle ressource. On a des protocoles d'entente là, avec le réseau public pour avoir du référencement direct. Puis est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de monde qui aurait besoin de vos services qui ne savent pas que vous existez ou selon vous, c'est assez répandu à ce stade-ci, vous avez fait votre marque? Moi, je considère qu'en termes de... On peut toujours s'améliorer par rapport à notre visibilité, notre communication, mais quand je regarde où est-ce qu'on était en 2006 et en 2024, puis je me compare avec les autres organisations qui ont la même mission que l'Alphabem, je pense qu'on est pas mal dans le peloton de tête par rapport à la façon de se faire connaître.
Mais encore, à chaque fois puis là, tu sais, nous, on est dans les écoles en plus, là, tu sais, fait qu'on essaie vraiment, on est présent dans la transition 6e année secondaire 1, on est dans les écoles secondaires, on va dans les cégeps. Donc, tu sais, on est très, très présent, mais encore récemment, il y a des gens qui viennent me voir, j'aurais aimé ça vous connaître avant, j'ai été dans le réseau, mon fils était hospitalisé, on m'a jamais parlé de vous. Fait que ça, moi, c'est sûr, ça me fait toujours un petit pincement au cœur Mhm. de savoir que ben, peut-être qu'on aurait pu intervenir avant. Probablement qu'on aurait pu être aidant à ce moment-là, mais si on prend par exemple le réseau public, il y a tellement un roulement de personnel important, que ce soit au niveau de la DPJ, dans le secteur jeunesse que dans le secteur adulte, que ben, les gens ne connaissent pas les ressources nécessairement dans la communauté. Donc, nous, c'est un effort constant d'être présent, visible. Ah, c'est super, ben, je suis content d'entendre ça. Tu sais, on veut que ceux qui en ont besoin soient au courant que le service est disponible. Puis je crois tellement au fait que le rétablissement se fait dans la communauté le plus possible. C'est retourner à une vie normale, cette espèce de normalité, puis que les gens autour de nous se comportent naturellement aussi. Je pense que c'est super important. Puis pour que nos parents ou notre famille ou nos proches soient en mesure de nous épauler dans des moments difficiles, il faut qu'ils soient sains, il faut qu'ils soient bien. Puis je pense que c'est extrêmement important pour, comme tu disais, la maladie mentale se règle généralement par soi-même ou la personne la règle par soi-même si elle est bien entourée, si elle est dans Mhm. un environnement qui est sain. Fait qu'il essaie de créer un environnement sain puis d'aider les gens à être sains eux autres aussi autour de ces personnes-là. Je te dirais, le principal frein que moi je constate, là, quand même, là, après presque 20 ans, c'est le proche lui-même. Tu sais. C'est la famille, c'est l'entourage, c'est l'ami, c'est le conjoint, c'est le parent. Parce que leur objectif premier, quand tu vois quelqu'un que t'aimes en détresse, puis ça te fait vivre la détresse, ton besoin premier, c'est que c'est sa souffrance à lui qui arrête. Tu sais. Mhm. Donc souvent, les familles vont dire, c'est pas moi qui ai besoin d'aide, c'est mon proche. Moi, j'ai pas besoin de me faire aider. Fait que là, ce processus-là, avant que le proche aidant réalise que, ouais, je pense que ça m'aiderait, moi, d'aller chercher de l'aide, d'aller me chercher des outils, ça va améliorer ma relation. Ça prend du temps. Fait que ça, il n'y a aucune affiche publicitaire. Tu sais, je pourrais faire une entrevue, tout le monde en parle, puis de parler de ça. Puis il y en a eu des entrevues où on parlait de l'impact de la maladie mentale sur les proches aidants dans les grosses émissions. Mhm. Puis, tu sais, ça va avoir une petite vaguette là, pendant une semaine ou deux, puis après ça retombe. Donc, c'est vraiment la reconnaissance de l'entourage que ça pourrait leur aider d'aller chercher de l'aide pour eux. Puis est-ce que dans certains cas, tu dirais même que la maladie mentale est exacerbée par un environnement qui est pas qui prend pas assez soin de soi? Ben, tu sais, moi, là, depuis 4 ans, j'ai pris la direction d'un deuxième organisme là, qui s'appelle le CAFGRAF. Puis là, on travaille avec les personnes qui ont des enjeux de santé mentale directement. Moi, je suis en contact avec ces gens-là depuis 4 ans. Puis, mon constat, c'est que la maladie mentale ou le fait de ne pas avoir intervenu sur la maladie mentale assez rapidement, où on n'a pas assez soutenu la famille à partir des premiers épisodes. Là. Souvent, les premiers épisodes, les premiers changements de comportement, les premières inquiétudes, c'est entre 14 et 17 ans à peu près. Euh, euh, Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un certain moment donné, la problématique de santé mentale, les effets, là, par exemple les crises, les comportements dangereux, etc., Mhm. va faire en sorte que tranquillement, pas vite, l'entourage va diminuer. Donc, les amis vont prendre leur distance. Comme j'expliquais tantôt, la fratrie va dire, bon, ben là, moi, je vais prendre soin de moi, je suis plus capable. Ça fait qu'à la fin, il va rester papa et maman qui va rester proche. Vers ça, le couple peut se séparer, il reste juste un des deux parents. Fait qu'il y a comme une désaffiliation qui se passe pour la personne qui a un enjeu de santé mentale. Évidemment, les problèmes scolaires vont commencer, donc va lâcher l'école. Ça va se vivre au travail, va perdre leur job. Tranquillement, pas vite, ça va créer évidemment un effet de pauvreté, donc difficulté à trouver un logement, puis ainsi de suite. Et donc, c'est comme un cercle vicieux qui est en train de se construire. Puis moi, je considère que c'est ces effets-là qui ont plus d'impact que la maladie mentale en soi. Là. Donc, moi, je pense là, puis c'est un peu le projet qu'on a dans la mutualisation de nos deux organismes, là, c'est vraiment d'être capable d'offrir des services autant à la personne atteinte que son proche à partir de 14 ans. Tu sais, ça, c'est vraiment notre future mission commune.
Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille là-dessus. D'ici 2-3 ans, ça va être une offre de service qui va être offerte, là. Mais moi, je pense que la stratégie, c'est de... Travailler en parallèle. Dans la trajectoire de vie de la personne atteinte de maladie mentale et de son proche, c'est d'arriver le plus rapidement possible pour essayer d'empêcher cette désaffiliation-là de la communauté, de les rester accrochés pour pas que, justement, les effets de la pauvreté et tout Puis ça. tu dis que ces sujets-là ont été abordés sur des plateformes publiques, puis ça n'a pas eu l'effet escompté. Qu'est-ce qu'il faudrait pour éduquer la population mieux par rapport à cet enjeu-là, ce risque-là? Le risque de désaffiliation, comme tu dis, que le trouble soit pas pris en charge assez tôt, puis que les proches aidants soient pas aidés assez tôt dans cette situation-là, puis que ça crée cette désaffiliation. On pourrait partir sur un long débat, là, mais tu sais, le système de la santé... parler. Ben ça reste ma vision, OK? Ouais. Mais tu sais, on entend souvent parler de prévention. Pourquoi on fait pas plus de prévention? Pourquoi on fait pas ci? Pourquoi on n'investit pas plus en prévention? Donc ça, c'est un discours que moi j'entends depuis 20 ans comme travailleur dans ce secteur-là, mais je l'entendais comme citoyen avant, puis comme jeune. Le gouvernement, par l'offre de services de santé actuellement qui est offerte, c'est beaucoup par le système hospitalier. Donc, j'ai un bobo, je me présente à l'hôpital, j'ai un traitement. Puis c'est un peu la même chose avec la maladie mentale. Souvent, l'offre de service du réseau public va devenir disponible quand tu as ton diagnostic. On en parle un petit peu avant l'entrevue. Donc, puis ça, on voit ça même dans la petite enfance. Combien de parents je vois, j'entends, où les parents ont vraiment des inquiétudes par rapport à des problématiques d'enfants. On va parler de, écoute, y a-tu de l'autisme, c'est un syndrome d'Asperger, c'est un TDA. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est problématique. Il y a des difficultés scolaires par rapport à certains enjeux de santé mentale qui n'est pas les problématiques que je parle, mais on les voit déjà à la petite enfance qu'il y a quelque chose qui amène des problématiques à l'école et à la maison. Puis souvent, l'offre de service, que ce soit dans le milieu scolaire ou de la santé publique, il va se mettre en place quand l'enfant va avoir un diagnostic. Puis, le diagnostic, des fois, si tu es un parent qui n'a pas nécessairement des ressources, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Et là, évidemment, les conséquences de ne pas avoir les services, autant chez la famille que chez l'enfant, évidemment, vont devenir un peu plus importants. Parce que, comme tu disais, le timing est quand même important dans la croissance d'un enfant. Puis, tu sais, 5 ans de 7 à 12 ans, ça a un peu plus d'impact que 25 à 30 ans, mettons. Là. Ouais. Donc, ça serait la rapidité des diagnostics. Là. Moi, je crois pas qu'on devrait offrir des services juste parce qu'on a un diagnostic. Je le vois plus à l'inverse. À partir du moment où je suis témoin comme proche aidant que mon enfant a un problème, je suis l'expert de mon enfant et de mon proche. Je pense qu'on devrait m'offrir du soutien comme proche à mon enfant. Pas besoin d'avoir la bénédiction d'un psychiatre ou d'un médecin spécialiste pour dire que mon enfant va pas bien. J'ai besoin d'aide, il a besoin de soutien. C'est d'offrir le bon service au bon moment. Puis c'est pas vrai que c'est des services spécialisés nécessairement qui vont aider la majorité de la population. Donc à ce moment-là, les parents pourraient venir vous voir dès qu'ils ont ces troubles-là, cette difficulté-là à gérer l'enfant. Pas actuellement, parce que dans le fond, nous, on travaille vraiment dans les enjeux de santé mentale, mais tu sais, je répondais à ta question plus sociétale. Donc, dans ce cas-là, ça prend un diagnostic pour avoir... Non, pas nous. Mais c'est ça, c'est que dans la nouvelle vision, nous, c'est qu'avant l'Alpamem et la majorité des organismes en santé mentale, on offrait des services seulement à la personne qui avait 18 ans et plus. Okay. Là, maintenant, depuis 3-4 ans, dans la mutualisation avec le CARGRAF et l'Alpamem, on est en train de réorienter notre mission puis nos services pour arriver à partir de 14 ans. Donc, à partir du moment où le parent commence à avoir des inquiétudes pour son jeune, là, maintenant, le parent peut venir chercher de l'aide chez nous. On n'a pas besoin de diagnostic. Nous, nos services, les gens n'ont pas besoin d'avoir de diagnostic déjà à la base. Mais il faut qu'il soit volontaire, évidemment, donc qu'ils reconnaissent qu'il y a un problème. Donc, le parent qui verrait en ce moment... Tu parles de l'enfant du côté de CARGRAF. Oui, et vice-versa. C'est qu'avant, moi, je pouvais juste travailler avec le parent. Un parent qui venait nous voir, qui s'inquiétait. Puis là, maintenant, avec le CARGRAF, ça va être la même chose. Donc, le parent qui voit une inquiétude chez son jeune à 14-15 ans peut venir à nos bureaux avec son jeune. Le parent va avoir son soutien, le jeune va avoir son soutien. On va créer des liens avec cette famille-là. On va pouvoir les suivre pendant quelques années. Puis si à un moment donné, il y a des épisodes de crise, ils vont pouvoir revenir parce qu'ils nous connaissent. Ils ont créé un lien
avec nos intervenants, puis ils ne vont pas se désaffilier nécessairement. C'est ça. On va toujours pouvoir être en soutien. Ça n'empêche pas D'arriver au bon que moment. s'il y a des enjeux médicaux, ça, c'est pas notre domaine, puis ils vont pouvoir recevoir les services éventuellement. Puis s'il y a un diagnostic, tant mieux ou tant pis. Là, pour nous, c'est pas ça l'enjeu. Mais Parce quand que on parle de CAF-GRAF, sa prévention, mission ne sera pas nécessairement de traiter ou de soulager les troubles, mais plus d'aider à vivre avec. nous, le CAF-GRAF, en fait, c'est un peu comme l'Alpabem. L'objectif, c'est de briser l'isolement que la maladie mentale peut causer chez ces personnes-là. Le tabou, donc de vivre avec le stigma, j'ai une maladie mentale. Donc, on vient les accompagner pour dédramatiser ça. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes qui ont des enjeux de santé mentale, ça finit normaliser, de dire, finalement, c'est correct. Là, je ne suis pas nécessairement un tueur en série, ou en tout cas, parce que souvent, on va associer la maladie mentale à des événements dramatiques. Là. Le fait de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose, disent, finalement, je suis pas si fou que ça, je suis normal, je peux avoir une bonne vie, je peux avoir une blonde, je peux vivre en appartement, je peux avoir un travail, je peux aller chercher des outils pour aller mieux, puis j'ai un espace où je peux parler avec des intervenants aussi sans me faire juger, et j'ai pas besoin nécessairement d'avoir un diagnostic. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec le CAF-GRAF. Puis j'en profite pour te poser la question sur la situation du logement. Mm-hmm. Ça n'a pas nécessairement rapport avec ce que vous offrez comme service, mais nous, on est dans l'immobilier, Mm-hmm. on aimerait supporter, on aimerait aider avec les ressources qu'on a. Fait que je me demande tout le temps comment est-ce qu'en tant que propriétaire immobilier, on peut contribuer. Puis je me demande c'est quoi la situation en ce moment pour se trouver des logements pour des gens qui souffrent de maladies mentales. Tu me parlais d'espèces d'effets boule de neige, le cercle vicieux que tu racontais. Comment est-ce que ces personnes-là se trouvent des logements quand ils commencent à avoir vraiment de la misère à garder leurs emplois? Y a-t-il des organismes qui les accueillent ou est-ce qu'il manque de logements pour ces gens-là? Oui, oui, c'est clair. Le logement, les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, c'est des personnes comme nous tous. En termes de besoins, ils veulent un toit, ils veulent être aimés, ils veulent bien manger, ils veulent avoir du plaisir. Ouais. Donc, déjà, à la base, ça, c'est pas différent d'une autre personne. Mais comme j'expliquais, la désaffiliation, à un moment donné, les amène dans un cercle de pauvreté. Donc, ils ne travaillent pas ou ont des emplois qui ne sont pas nécessairement en termes de rémunération super payantes parce qu'ils ont lâché l'école, etc. Donc, ça les amène vraiment dans un cercle vicieux. Il y en a qui ont commencé à consommer pour ce qu'on va parler de l'automédicalisation parce qu'ils n'ont pas eu de diagnostic, mais ils vont pas bien, fait qu'ils vont choquer. Fait que ça les amène vraiment dans une spirale qui fait en sorte que ils s'appauvrissent. Et évidemment, le coût des logements actuellement, le coût des denrées alimentaires est inaccessible. C'est pas avec un chèque de 800, 900 piastres, je pense, en ce moment par mois pour ceux qui ont des contraintes sévères à l'emploi, que tu es capable de te payer un logement à 800 piastres. À Laval, moi je connais plus la région de Laval. Les loyers sont très similaires. En fait, c'est assez élevé à Laval. Ils sont très élevés, ça change, ils sont aussi élevés, mais aussi c'est que nous, on n'a pas de 1,5, de 2,5. Donc, une personne seule qui a un enjeu de santé mentale, qui a son chèque de 900 piastres, va être obligé de louer un 3,5 ou un 4,5. Puis un 3,5 à Laval ou un 4,5 à Laval, c'est 1 200, 1 400 piastres déjà en partant. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas de toit. Donc, souvent, ils vont se retrouver à se retrouver plusieurs dans un même logement ou avoir des logements insalubres. Ils vont louer des petites chambres. Il y en a qui vont dormir dans la rue. Il y en a qui vont utiliser les ressources communautaires. Donc, ce qui peut être fait à Laval, c'est vraiment, il y a quelque chose qui doit faire ce qu'on va appeler, nous, les PSL, les programmes de soutien au logement. Donc, le gouvernement devrait investir massivement pour offrir le plus de PSL possible. Donc, au lieu d'être une subvention au logement, c'est une subvention à la personne, ce qui fait en sorte que la personne puisse trouver un logement dans le quartier qui répond à ses besoins, parce que, c'est sûr, par exemple, à Laval, tu les envoies à Saint-François, qui est complètement dans l'est, où il y a encore des fermes, mais tu es loin des services, tu es loin des épiceries, des bons, puis le transport en commun, c'est pas évident. Donc, le PSL, l'avantage, c'est que ça subventionne la personne, puis elle ne va pas dépenser plus que 25 % de ses revenus. Ça, c'est un. Après ça, toutes les nouvelles constructions, les propriétaires privés, souvent, il y en a qui ont peur
que la personne qui a un enjeu de santé mentale ne paye pas son loyer ou endommage Ouais, ou créer le loyer. un climat de, qui attire de la criminalité ou qui C'est dérangeant, disons. dérangeant. Ouais. Donc, il y a ce tabou-là. Puis, le troisième élément, c'est vraiment quand il y a des nouvelles constructions, d'établir un certain pourcentage qui est pour rendre accessible pas nécessairement juste à des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, mais des personnes aînées, personnes qui ont des handicaps. Donc, tu sais, dans les moyens, là, pour moi, il y a vraiment le PSL. Ça, c'est vraiment le gouvernement qui peut subventionner individuellement. Puis ça, c'est sûr que c'est des économies à long terme, là, parce que ces gens-là, quand ils sont hospitalisés, ils coûtent très cher. Donc, le logement, c'est vraiment un des premiers éléments qui améliore le bien-être de la personne, qui contribue à son rétablissement. Après ça, il y a la question de l'accompagnement de ces gens-là avec les suivis individuels qui peuvent être faits, par exemple, dans les appartements avec les gens où ils habitent. Donc ça, il y a ce qu'on appelle le suivi intensif, variable ou étroit. Fait que ça peut être très rassurant pour les propriétaires de dire, regarde, je loue un de mes appartements à une personne qui a un enjeu de santé mentale, mais je sais qu'il va avoir un suivi étroit à la maison. Fait que c'est rassurant pour moi comme propriétaire. Puis les nouvelles constructions, c'est de prévoir un certain pourcentage pour les gens de la communauté qui ont moins de revenus, mais aussi de penser à des appartements plus des 2,5. Parce que logement qui coûte moins cher. Coûte moins cher puis qui correspond plus aux besoins de... Puis travaillez-vous avec les handicaps mentaux aussi? Ou c'est juste des problèmes de santé mentale? Je ne sais pas si c'est la même chose, mais des gens qui ont des handicaps invisibles, des gens qui ont besoin de soutien dans la vie de tous les jours pour fonctionner. Est-ce que ça fait partie aussi des supports que vous apportez? Avant, on parlait... il y a un organisme à Laval, là, je ne me souviens plus exactement l'acronyme. Puis avant, on parlait d'handicapés psychiques pour parler de maladie mentale. OK. Donc, dans le secteur de la santé mentale, on s'est éloigné de ce terme-là, handicap, parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma première job, c'était à la Fondation des maladies mentales. Aujourd'hui, ça s'appelle Jeunes en tête, qui fait beaucoup de présentations dans les écoles. Puis à l'époque, quand on rencontrait les jeunes avaient beaucoup de difficultés à faire la distinction entre la déficience intellectuelle puis la maladie mentale. Donc, je ne sais pas si c'est un peu le fond de ta question, mais nous, on travaille vraiment... Moi, je suis aussi illettré que ces jeunes-là dans ce domaine-là. Donc, tu sais, la déficience intellectuelle là, ou les problématiques du cerveau à l'enfance, il y a plusieurs de ces problématiques-là qui sont génétiques. Donc, c'est sûr qu'une déficience intellectuelle, un syndrome d'Asperger, de l'autisme sévère, nous, on n'intervient pas là-dedans. Là, on est vraiment c'est pas notre secteur à nous. Il y a des organismes qui travaillent à ce niveau-là. Donc, nous, on est vraiment plus dans les problématiques de santé mentale, comme je parlais tantôt, dépression et tout ça. Puis souvent, ces problématiques-là vont plus émerger vers l'âge de 14, 15, 16, 17 ans. Puis, ces problématiques-là n'affectent pas le quotient intellectuel ou le potentiel de la personne. Donc c'est ça la distinction. Oui, parce qu'une déficience intellectuelle, ça amène une limitation intellectuelle qui peut avoir aussi d'autres impacts par la suite. Donc, nous, on ne travaille pas à ce niveau-là. Je comprends. C'est un peu la distinction. OK. Merci pour ce contexte. Je pense que ça nous donne une bonne idée de la situation puis comment est-ce que vous essayez d'y répondre. Je serais curieux de connaître ton parcours maintenant. Qu'est-ce que tu fais assis ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené où est-ce que tu es? Puis pourquoi? Moi, je dis souvent, je suis un peu le Obélix de la santé mentale, dans le sens que je suis tombé dans le baril de la maladie mentale. Moi, ma mère avait une maladie mentale. Elle avait différentes problématiques, mais tu sais, je suis né d'une mère qui avait des enjeux de santé mentale. Donc, je me suis retrouvé dans un environnement négligent. Et assez rapidement, dès la naissance, j'ai été retiré de ma famille, donc placé sous la protection de la jeunesse là, de 0 à 17 ans. J'ai eu des allers-retours avec, moi je l'appelle ma génitrice, ma mère. Donc j'ai eu quelques retours dans la famille biologique, puis, mais j'étais retiré à chaque fois parce que sa détérioration psychologique, quand tu te fais hospitaliser parce que tu as une crise psychotique, c'est sûr que, puis tu vois des Hells Angels partout, c'est sûr qu'à un moment donné, à l'école, l'environnement immédiat dit, là, on ne peut pas laisser un enfant dans un environnement comme ça. Fait que moi, j'ai été retiré de 0 à 12 ans là, assez régulièrement de
de mon milieu naturel. La pire année, là, j'avais eu 17 déplacements. 17 fois retiré de la maison, 17 fois en foyer de groupe, centre d'accueil, famille d'accueil, 4 écoles. Fait que ça a été une de mes grosses années, disons, en termes de déplacement, mais ça a été comme ça de 0 à 12 ans. Là, j'ai eu vraiment beaucoup de déplacements. Puis c'est vraiment à 12 ans où j'ai décidé de dire, moi, je ne veux plus jamais retourner dans sa famille, je préfère être placé. Fait que j'ai été par la suite placé jusqu'à 17 ans. Fait que c'est sûr que Quand moi... tu dis placé dans une famille Ben d'accueil? moi, rendu à 12 à partir de 12 ans, j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur ami, qui est encore mon meilleur ami, qui, sa famille me donnait un break d'1 an. Donc, j'ai pu habiter dans la famille de mon meilleur ami pendant 1 an. Par la suite, j'ai été dans un foyer de groupe. Quand on parle de protection de la jeunesse, souvent, tu as 3 modèles. Tu as le centre d'accueil là, qui ressemble à une prison. Moi, j'ai été là-dedans aussi, mais c'était vraiment un déplacement de quelques jours, là, parce que je n'avais pas nécessairement de comportement qui justifiait que je me retrouve en centre d'accueil. Après ça, tu as le modèle famille d'accueil, qui est comme une famille plus naturelle qui t'intègre dans leur famille. Fait que des fois, il y en a qui ont juste un enfant, tu rentres là-dedans. Moi, j'ai été dans les familles d'accueil avec qui avaient 10 enfants, un peu de la DPJ aussi. Fait que ça, c'est un autre type de modèle. Puis après ça, tu as les foyers de groupe qui sont des... dans le fond, c'est comme l'environnement familial, si on veut, où tu es 5, 8, 10 enfants qui ont à peu près des parcours similaires, mais la différence, c'est que c'est des travailleurs. Là, à ce moment-là, c'est des éducateurs qui rentrent dans le milieu de vie, tout ça. Fait que moi, j'ai vécu les 3 milieux. Le dernier milieu, c'était vraiment un foyer de groupe où j'ai été là quelques années. Puis juste avant de passer à l'âge adulte, là, vers 16 ans, 15 ans, j'habitais chez ma tante, qui est la sœur de ma mère, pendant à peu près 1 an. Puis à partir de 17 ans, j'étais en appartement déjà. Là. Fait que moi, c'est sûr que ayant été le fils ayant été dans un environnement, dans les foyers, dans les familles d'accueil, dans les centres d'accueil, j'ai été en contact avec plein de gens qui ont vécu de la détresse. La majorité des gens que j'ai côtoyés, si c'était pas de leur faute qu'ils étaient là, c'était vraiment parce qu'ils étaient nés. Ils n'avaient pas gagné ce que j'appelle à la loterie du berceau. Donc, fait à ce moment-là, moi, c'est sûr, j'ai rencontré un paquet de psychologues, travailleurs sociaux et tout ça. Fait évidemment, à un certain moment donné, moi, c'était comme naturel. La psychologie, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait, qui m'intéressait, autant pour me comprendre les autres. Puis de fil en aiguille, j'ai étudié là-dedans. J'ai été à l'université là-dedans. Puis par la suite, ma première job que j'expliquais tantôt, c'était à la Fondation des maladies mentales. Après ça, j'ai été travailler dans les foyers de groupe. J'ai été travailler pour la DPJ. Puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que comme employé, là, je me ramène comme employé, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, qui voulait changer les choses, mais j'avais toujours quelqu'un en haut de moi qui me permettait pas de mettre en place ce que je voulais, ou je chantais des freins. Puis là, je devenais un petit peu... je voulais m'en faire les choses comme je pensais. Je voyais beaucoup d'injustices. Puis là, je dis, il faut que j'occupe des postes supérieurs. C'est ce qui m'a amené éventuellement à devenir directeur de l'Alpabem. À un certain moment donné, j'ai eu une offre d'emploi. Puis là, ça a fait comme, écoute, j'ai le profil personnel, j'ai la formation, puis j'ai la vocation. La vocation. Fait que ça a été le mariage parfait. 2006. Ouais, 2006. OK. Puis Alpabem a beaucoup changé depuis que tu es là. Raconte-nous un peu la croissance de l'organisme. Quand je suis arrivé en 2006, c'était un organisme qui allait souligner ses 25 ans. Là, on était pas loin du 25e anniversaire. Pas connu. Tu sais, moi, je dis, comment ça se fait? Je connais pas cet organisme-là. Je suis un proche. J'étais le fils de. J'ai jamais entendu parler de ça pendant mon parcours scolaire. Je n'ai jamais entendu parler dans mon parcours professionnel qui existait des services pour les proches. Je dis, comment ça fait 20 ans que ça existe, puis ça fait 20 ans que c'est pas connu. À ce moment-là, on parle d'un petit organisme. On est 3-4 employés. On a comme 250 000 de subventions. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, je m'étais fait offrir un autre job de DG pour les expos Sciences Belles, puis les petits débrouillards et tout ça. Là. Fait que j'avais vraiment une opportunité d'emploi pour aller dans le domaine scientifique, parce que moi, j'ai toujours été intéressé aussi par la science. Okay. Mais là, il y avait comme cette mission-là qui se collait vraiment plus à mon expérience personnelle. Puis là, je dis, moi, ça m'interpelle plus
cette mission-là. Donc, fait que je suis vraiment arrivé là avec, disons, toute l'énergie de un peu la colère que j'ai vécue pendant presque 25-26 ans, parce que quand tu as un parcours comme le mien, à un certain moment donné, ben, la colère devient un bel outil aussi pour défoncer des portes. Puis, Puis une crédibilité qui vient avec aussi. en Tu tout cas, l'as moi, vécu. ouais, ben, cette énergie-là, dire, là, je peux la mettre au profit d'une mission. Fait que je veux faire connaître cette cause-là. Donc, ça a vraiment commencé comme ça, là. Fait que je suis arrivé, c'était ma première job de DG. Dans le fond, c'était encore Puis à ce moment-là, peux-tu nous donner une idée de comparable? Combien de familles est-ce que vous touchiez comparé à aujourd'hui? Moi, quand je suis arrivé en 2006, bien évidemment, on était absent là, sur tout ce qui était les sites Internet et tout ça. Ça existait, ben, ça existait, mais pas tant que ça encore. Je me souviens, quand je suis arrivé, au niveau statistique, je pense qu'on faisait 106 rencontres par année. Il me semble que c'est ce chiffre-là, là, 106 rencontres par année. Puis ça, c'était les chiffres de ma première année, parce que les chiffres d'avant étaient assez difficiles à trouver, disons. Les gens étaient très créatifs dans la captation de... Il n'y avait pas de système Non, place. c'était très papier, là. Puis, fait que la première année où j'ai été en fonction, parce que moi, je suis arrivé en janvier 2006, les rapports d'activité, tu ramènes ça comme l'année financière, là. Donc, on a présenté ça en juin 2010. Ça, c'est vraiment une vingtaine de familles. 106, ouais, c'est pas beaucoup de gens. Puis tu vois, en l'espace de 6-7 ans, là, on était à 1400 rencontres, 1500, 1800 rencontres par année. Donc aujourd'hui, mes intervenants vont faire entre 300 et 400 rencontres par année individuellement. Il n'y avait pas toute la gamme de services qui était déployée. À l'époque, on était, comme je disais, peut-être 4 employés. Il y avait 2 intervenants et demi, une réceptionniste, moi. Aujourd'hui, on est presque un petit peu plus que 30 employés avec les missions puis les projets. Donc, c'est sûr que ça s'est déployé. Puis, ben, malheureusement, on est aussi encore victime de notre succès parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent pour avoir des services. Donc, disons, là, si on résume, là, 20 ans, là, ça s'est beaucoup déployé. La qualité des services, surtout aussi, répond, je pense, plus aux besoins des familles aujourd'hui que c'était à l'époque. Quand tu es rentré, c'était quoi ta vision? T'es-tu rentré en disant, bon, je reprends comme ils font, ou t'es rentré avec tout de suite un plan de reconstruire cette organisation-là, d'en faire quelque chose qui allait toucher beaucoup plus de monde? Puis c'était quoi ta vision à ce moment-là? Moi, j'étais quand même chanceux parce qu'en termes de timing, parce que quand j'ai eu la job, j'avais 28 ou 29 ans, là, fait que j'étais un petit cul encore, là. Donc, ce que l'organisme avait vécu les 3, 4, 5 dernières années, en fait, même pas les deux années avant que j'arrive, c'est qu'il y avait eu 5 directions avant moi. Donc, le conseil d'administration qui sont composés de bénévoles était brûlé d'avoir eu autant de changements de direction. La personne qui avait fait basculer, disons, ce changement de direction-là, c'était quelqu'un qui avait fraudé l'organisme. Puis, par la suite, ben, toutes les directions qui s'en sont suivies, ils se sont brûlés, parce qu'à ce moment-là, le conseil d'administration, par rapport à justement la vision, était très rigide là, par rapport à fait que les autres directions qui étaient là, pas nécessairement qu'ils n'avaient pas les compétences, l'expérience et tout ça, mais ils se sont cognés le nez à un conseil d'administration qui, à l'époque, était plus conservateur. T'sais. Donc, à 5 employés, il y avait quand même un conseil d'administration de 4-5 personnes. Avant que j'arrive, le conseil d'administration était de 13 administrateurs. Pour 5 employés? Ouais. Ça me semble top-heavy. Ben, tu sais, à l'époque aussi, là, le conseil d'administration était aussi, en quelque sorte, puis ça, c'est après que j'arrive que je l'ai compris, mais c'était aussi comme plus un groupe d'entraide aussi. Là, fait que des conseils d'administration de 5 heures, là, où, dans le fond, moi, mon fils vit ça. Fait que ça devenait aussi un groupe d'entraide. Fait que moi, quand je suis arrivé, déjà là, il y avait eu une transformation au niveau du CA. Il était passé de 13 à 7. Le président de l'époque...
M. Chamberlain, celui qui m'a embauché, qui était un mentor pour moi. Lui, il venait du milieu scolaire, c'était un cadre supérieur dans le milieu scolaire, fait qu'il était arrivé vraiment avec déjà une vision qui est venue transformer la gouvernance, déjà là. L'expérience des changements de direction et la fraude a fait que, ben là, ils ont dit, ben là, on doit être plus progressiste. Puis moi, je suis arrivé dans ce contexte-là où, dans le fond, j'avais carte blanche. Donc, c'est sûr que toute ma vision ma force à ce moment-là, c'était vraiment de faire connaître la mission, là, de tout le côté marketing, disons, de l'entreprise, d'amener des outils de visibilité pour faire connaître la mission, pour aller chercher des services, d'augmenter la qualité des services aussi au niveau de l'intervention, d'améliorer les pratiques RH, toute la structure financière aussi pour être capable de faire des vraies redditions de comptes. Parce qu'à ce moment-là, nous, on allait perdre aussi notre subvention de Centraide. Centraide finance quand même de façon, tu sais, ça va faire un peu plus de 20 ans qu'on est financé par Centraide, mais à tous les 3 ans, ce bailleur de fonds-là est très exigeant dans sa reddition de compte. Puis, comme je mentionnais tantôt, l'organisme était très créatif. Il n'y avait pas assez de rigueur dans rigueur. la reporting. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait mon stage à la Chambre de commerce là, quand je suis sorti de l'université. Fait que c'est sûr que j'arrivais avec une vision plus d'affaires. C'était à l'époque, moi, j'arrivais en veston-cravate. Dans le milieu communautaire. Le milieu communautaire, le monde me regardait pour qui tu te prends, toi. Mais moi, je voulais vraiment casser l'image du communautaire où c'est pas structuré, c'est pas organisé. Le directeur il arrive avec un chandail de loup, ça sent l'encens. Non. Je voulais vraiment montrer qu'on pouvait offrir des services de qualité professionnelle. Donc, je suis arrivé avec cette rigueur-là du milieu des affaires dans un organisme communautaire, tant au niveau de la gouvernance, la gestion ressources humaines que financière. C'était-tu bien accueilli, ce changement-là? J'avais carte blanche à ce moment-là, tu sais, je pense pas. Ça tout le groupe qui était déjà en place, t'as-tu senti une résistance ou au contraire, t'es comme, bon, voilà notre sauveur, puis on... Ben, je pense que le CA, comme je te dis, était épuisé, puis on dit let's go. Puis moi, comme les 6 premiers mois, j'ai vraiment tout transformé. Au niveau de l'équipe, j'ai pas senti de résistance à ce moment-là. C'est 2-3 ans plus tard qu'il y a eu le premier clash. Mais au niveau de la communauté, moi, ça a pris une bonne dizaine d'années avant que, là, je parle des autres partenaires communautaires, le réseau, s'inscrivent dans cette vision-là. Aujourd'hui, là, cette rigueur-là, elle est recherchée pour tous les organismes communautaires. Mais à l'époque, j'étais vraiment perçu, tu arrives avec ton milieu des affaires, tu veux transformer, tu veux professionnaliser la pratique. Donc, on était... Tu vas casser la magie, ça va être moins humain. C'est ça. C'est comme si mettant en opposition rigueur et le communautaire et le fait de travailler ensemble pour le bien commun et tout ça, tu sais. Donc, tandis que moi, c'était vraiment comment on peut augmenter notre qualité, optimiser nos façons de faire pour offrir des meilleurs services à plus de monde. Tu sais. Fait que ça a été vraiment mon entrée. C'était vraiment la vision de départ. Donc, au début, j'avais vraiment une vision, je vais appeler ça Vidéotron, là, dans le sens où moi, j'avais une stratégie de contenu déjà en 2006 en disant on va réutiliser. Je veux devenir un leader dans le secteur santé mentale, puis ça passait par la production de contenu. Donc, c'est là où on a créé notre site web, on a créé notre magazine. Les articles servaient pour le site Internet, ça amenait du contenu. Donc, on prenait comme des postures publiquement, finalement. Nos conférences, progressivement, sont devenues d'événements privés à des événements publics. J'ai commencé aussi à écrire quelques chroniques que j'essaie de publier dans la presse. On a fait plusieurs interventions médiatiques au début, donc c'était vraiment pour mettre l'organisme sur la map. Donc, au début, c'était vraiment faire connaître la mission, augmenter la réputation de l'organisme dans le but éventuellement d'être capable d'aller chercher le financement pour réaliser cette vision-là. Donc, vos revenus, ils proviennent je vais rentrer dans vraiment du technique plus business, mais je suis curieux de comprendre comment est-ce qu'un... Donc, vous êtes un OBNL? C'est ça le nom? Au niveau légal, on utilise organisme à but non lucratif. Moi, je parle d'entreprise à but non lucratif. Je trouve, on est une entreprise, on a les mêmes réalités, mais oui, c'est l'OBNL dans le sens commun. Mais moi, j'aime bien utiliser l'entreprise à but non lucratif parce que c'est ça qu'on fait. On va appeler ça une EBNL. Ouais. On va changer ça. Les revenus d'un EBNL proviennent de financement, d'organismes comme Centraide, du public. Ben là, c'est là aussi où moi, je suis arrivé aussi avec ma vision au niveau du financement parce que
quand on regarde la tarte des revenus de la très grande majorité des organismes à but non lucratif comme le nôtre ou les entreprises à but non lucratif, la majeure partie de leur financement, puis là, on parle de 90, 95, même 98 le CAVGRAF, l'organisme que j'ai pris il y a 3-4 ans, on est à 99-ish% de financement d'un seul programme. Moi, j'arrive du milieu des affaires, chambre de commerce et tout. Fait que moi, je trouve que c'est un risque de voir une entreprise qui a juste un client, si on veut, si on compare avec le marché des affaires. Fait que moi, déjà, dès le départ, j'avais comme vision au niveau financier, je voulais diviser 33% financement public, 33% d'autofinancement ou de vente de services, puis 33% de contribution des clients. Okay. Donc, déjà là, moi, c'était la vision. Là, actuellement, on est à peu près à 45% de financement public. Le reste, c'est contribution de la clientèle. Ce financement public-là, Centraide, ça en est un? Non, moi, je le considère comme un bailleur de fonds privé. Parce que Centraide, c'est vraiment un bailleur de fonds privé. On a des ententes. On est rendu propriétaire aussi aujourd'hui, donc on a des revenus locatifs. Donc, on a vraiment diversifié nos sources de revenus. Puis, oui, on a des ententes avec, par exemple, le public, mais il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont des ententes avec les entreprises publiques. Donc, il y a un financement qui est, comme nous, le programme de soutien aux organismes, qui est une subvention récurrente, qui est indexée. Ça provient du provincial? Ou du provincial, oui. Puis, tu sais, ce budget-là, en ce moment, je pense qu'il est à peu près à 400 000 qu'on reçoit annuellement là, du côté Alpabem, sur un budget de 1,5 million. C'est proportionnel à la taille de votre organisme? Non, donc, c'est ça. Toutes les EBNL reçoivent le même chèque? Non. C'est un autre combat, une autre discussion, mais nous, comme organisme à but non lucratif, avec la mission qu'on a, si on se compare ailleurs au Québec, on n'est vraiment pas financé à juste titre, là, si on regarde en termes de bassin de population. Mais si on regarde nos revenus, nous, actuellement, on a 400 000 $-ish qui vient de la subvention récurrente du gouvernement à notre mission. Mais l'autre 1,1 million qu'on va chercher, c'est vraiment notre capacité à avoir été capable d'aller chercher ces revenus-là qui nous permettent d'avoir la gamme de services qu'on a. Là. Sinon, les autres organismes qui ont la mission de l'Alpamem, souvent, ils s'assoient sur cette subvention-là, puis ils offrent les services qu'ils peuvent avec ça. Fait qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont à peu près... Gratuitement. Oui, toujours gratuitement. C'est juste que nous, par exemple, là, la mission qu'on a, bien, souvent, il y en a avec 400 000, ils vont avoir peut-être 3-4 employés, ils vont avoir un local, ils vont faire quelques services. Bien, nous, si on est rendu 30 employés, c'est pas à cause de cette subvention-là. C'est vraiment parce qu'on était chercher d'autres services. Puis notre objectif à la fin, c'est pas de faire des profits. C'est juste ça la différence entre une entreprise privée et l'entreprise à but non lucratif, c'est que nous, on réinvestit les profits sont réinvestis. Oui. Mais vous voulez quand même générer plus de revenus que ce que vous dépensez. Oui, exact. Comme une entreprise traditionnelle. Exact. C'est juste que nous, on est régi, par exemple. T'sais, si on a plus que 25% de nos fonds qui ne sont pas affectés, là, on va se faire regarder. Ils vont dire quelque chose qui fonctionne. C'est un trop gros coussin. Oui. Fait que si on a un coussin, il faut l'expliquer. Faut qu'il travaille. Ouais. C'est une certaine réalité. Là. Je ne sais pas si ça intéresse les gens, là, mais si moi, je parlais de ça à mon bureau, là, il ferait comme hey, veux-tu changer de cassette, là, c'est plate. Moi, ça m'intéresse, ça me fascine. C'est personnel, moi, c'est selfish, ce podcast-là. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui s'intéressent aussi. Puis je sais que dans ma communauté, il y en a qui aimeraient, qui ont appris à rendre une entreprise profitable. Puis maintenant, ils aimeraient appliquer cette expertise-là à une fondation ou un OBNL qui fonctionnerait aussi. Il faut que tu sois capable de générer des revenus, il faut que tu sois capable de générer des profits pour qu'elle grandisse puis que tu puisses aider plus de monde. Donc, c'est pas des profits, c'est plutôt des services de plus que tu veux offrir à la fin de la ligne, aider plus de monde, régler le problème. Ou aussi, moi, le langage qui me diffère peut-être de mes collègues qui sont dans le communautaire, c'est encore là avec la vision business, je me dis, si on était une entreprise privée, est-ce qu'on serait rentable? T'sais, puis là, à ce moment-là, moi, quand j'ai des discussions avec les bailleurs de fonds ou des grandes fondations où je demande quand même des bonnes contributions, je veux me sentir, je veux être capable d'expliquer comment on dépense notre argent, puis que si on était au privé, ça fonctionnerait quand même. T'sais. Donner un exemple. Mes intervenants là, qui font 400 rencontres par année, ils font 400 rencontres par année. Si c'était des psychologues, il faut que je sois capable d'expliquer à mon CA pourquoi je n'embauche pas des psychologues.
Parce que si je prends 400 rencontres, puis j'ai un fournisseur externe qui viendrait m'offrir le service de psychologie avec un psychologue, puis je le paye 125$. Puis je multiplie ça par 100$, ça va être plus simple, ça donne 40 000 $. On est d'accord pour 400 personnes. Je suis pas payé dans les chiffres, là? Ouais. OK, fait que ça donnerait 40 000. Mais si mon employé il est payé 55, 60 avec les DRS, les avantages et tout ça, est-ce que ça vaut le 400 rencontres? Ici, ils en font 300. Ici, ils en font 200. Est-ce qu'on continue à le payer 65 000, mettons, par année, cet intervenant-là? Bien, il faut que je sois capable d'expliquer que non, cet intervenant, il ne fait pas juste ça. Il écrit un article aussi, il donne une formation, il fait du soutien clinique. Après ça, il y a soutien par téléphone. Il va aussi dans la communauté pour participer à certaines concertations. On fait des présentations dans les écoles. Je suis capable aussi de dire, bien, il mérite aussi tel salaire comparativement à un autre service qui serait dans le privé. Puis, il faut être capable de mesurer l'impact des dollars qui sont investis. Bien, surtout avec maintenant les personnes qui nous donnent, les gens qu'on approche. Là, prochainement, je vais approcher une grosse fondation pour aller chercher une contribution assez importante là, pour notre projet d'immobilisation. Il faut que je sois capable de justifier comment l'argent va être dépensé, puis ça ne va pas juste me servir à ce que le DG parte en voyage, puis il se fasse un groupe, on s'en va à Cuba faire une formation ish. Là, donc, fait que ça, c'est sûr que nous, on doit vraiment être très transparent dans la façon qu'on gère nos sous, sur notre intention, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec. Puis là, au début, les 4-5 employés qu'il y avait, c'était tous des intervenants. Il n'y avait pas encore d'employés qui avaient une fonction autre que de travailler sur le terrain. On avait, disons qu'on était des gens polyvalents. Donc, oui, j'avais 3-4 intervenants qui, principalement, leur tâche était de faire l'intervention. J'avais un secrétaire réceptionniste qui faisait de la comptabilité aussi. Puis moi, comme DG, je n'étais pas qu'un gestionnaire. Là. Je veux dire, je faisais pas juste regarder en fait, c'est l'affaire que j'ai eu le plus, là, les comptes de dépenses, signer des feuilles de temps. Moi, ça fait promouvoir. C'est pas mon profil. Moi, c'est un bâtisseur. Fait que moi, je voulais comme créer les relations politiques. Développement d'affaires. J'avais déjà évalué que 30 % de mon temps était dans ce qu'on appelle plus la vie politique. Donc, créer des arrimages stratégiques avec le réseau public et d'affaires. Donc, c'est quand même une bonne portion. Je suis impliqué quand même dans le déploiement des services comme tout ce qui est conférences, les articles, cette vision-là. Fait que mon temps administratif, je l'avais déjà évalué, puis c'était en bas de 8 % de mon temps que j'étais dans des fonctions administratives. Là. La comptabilité, j'amène la vision au niveau des prévisions budgétaires, mais l'opération, c'est vraiment mon adjoint qui s'occupe de ça, des chèques. Donc, moi, c'est vraiment plus, je me vois plus comme un créatif qui veut bâtir et réaliser sa vision pour aider du monde. Ouais. Puis c'est... y a-t-il des paliers importants dans toute cette croissance-là qui seraient intéressants de connaître dans la croissance, des accomplissements qui vous ont amené complètement à un autre niveau? J'aime bien parler de saut quantique. Là, des fois, ça peut être une rencontre qui crée une idée, puis en 1 an, tu passes carrément à un autre appel. Oui, il y a eu des beaux jumps. Nous, il y a eu, on en parlait peut-être au début, mais j'ai eu une crise RH à un certain moment donné dans les 3 premières années de la transformation. À un certain moment donné, les employés qui étaient là et le CA voulaient me mettre à la porte. Donc ça, il y a eu un certain épisode qui a fait qu'on est devenu quelque chose d'autre après. Okay. Après ça, on a eu à un certain moment donné l'opportunité de faire un congrès national pour les familles. Donc, ça, c'est vraiment une opportunité qui est arrivée en 2009 où on a pris le relais d'un congrès qui se donnait ailleurs habituellement, qui était organisé par la Fédération. On a dit, ben vous ne pouvez pas le faire, on aimerait ça l'organiser. Puis on l'a amené ailleurs. Puis ça, dans la région, ça a vraiment permis de, OK, cet organisme-là est solide. Fait que ça a été comme symboliquement, là, on est passé d'un événement qui habituellement avait comme 10-15 conférences à 40 conférences en français et en anglais, avec une série de services alentour de ce congrès-là qui a fait comme, OK, cette organisation-là est crédible. Par la suite, moi, en termes de vision, pendant des années, je parlais de mutualisation, des organismes communautaires où je ne me suis pas fait d'amis du tout. Là, parce c'est quoi ça, la mutualisation? Ben, les gens m'ont parlé de fusion entre organismes. Là. Mais moi, à l'époque, j'avais écrit un article « Il y a trop d'organismes communautaires ». Déjà là, on ne s'est pas fait des amis à ce moment-là. Fait que de
de partager publiquement une vision stratégique dans le milieu communautaire qui parle de hey, on est trop, on devrait se fusionner, là, tu sais, si on résume, mais il y avait quand même un discours derrière ça, puis il y avait un contexte. À ce moment-là, ça a provoqué vraiment. J'ai perdu tous mes amis du communautaire. Je me suis fait expulser de la fédération parce que je partageais une vision qui allait à l'encontre du mouvement. Mais ça, ce que ça a fait, c'est qu'au lieu d'être impliqué au national, je suis revenu plus au régional. Puis, ça a pris 2-3 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde m'invite pour faire des conférences sur la mutualisation parce que c'est ce qu'on fait de façon concrète depuis 4 ans. Puis les bailleurs de fonds disent, ben là, il y aurait avantage des fois à avoir une synergie entre les organisations pour venir optimiser nos services. Donc, ça, on l'a fait. Puis, ça, c'est, disons, le dernier bout là, du projet. Puis l'autre bon, c'est quand on est devenu propriétaire, qui était aussi une vision que j'avais depuis 10 ans, que je travaillais, que je nommais à haute voix. Quand on est devenu propriétaire, c'est devenu aussi symboliquement quelque chose qui nous a fait faire un autre jump, qui nous a amené à la mutualisation. Fait qu'entre l'immeuble et la mutualisation, il y a eu aussi la COVID. Puis la COVID aussi, pour nous, a été une autre opportunité extraordinaire. Même si pour plusieurs, ça a été désastreux. Nous autres, ça a été vraiment aussi un autre endroit où on a pu jouer un rôle qui est venu comme marquer la communauté. Ouais, ça vous a mis sur le stage. En fait, nous, notre structure, pendant la COVID, ce qui est intéressant sur le point de vue organisationnel, c'est que nous, on n'a jamais fermé nos bureaux. Ce que je disais souvent, c'est au lieu de partir en panique, comme beaucoup de mes collègues, où ils ont tout envoyé tout le monde à la maison, il y en a qui ont même fermé l'organisme. Nous, on a dit, on va prendre une semaine pour réfléchir. Fait que, puis il n'y a personne qui est parti à la maison. On est resté au bureau, c'est juste qu'on a fermé notre porte. Puis après ça, on a dit comment on peut rester présent pour offrir des services pendant cette période-là. Puis on est resté au bureau pendant les 2 ans, même quand tout le monde travaillait de la maison. Fait que c'est le retour. Nous, on n'a pas vécu le clash du retour, là, du traumatisme de revenir au bureau parce qu'on n'a jamais quitté le bureau. Mais pendant ce temps-là, comme les demandes d'aide des familles a baissé de façon quand même drastique parce que les gens, leur priorité a changé. Mais là, nous, on est devenu aussi le centre d'achat de tous les produits sanitaires pour les organismes communautaires de Laval. Fait on a créé plein d'outils, les capsules vidéo qu'on a faites. Nos conférences, on était déjà en ligne, fait que ça a pris une ampleur encore plus importante parce que le marché n'était pas prêt. Pour travailler sur des projets plus long terme. Puis... Il y avait d'autres choses qu'on faisait déjà depuis longtemps, mais que là, maintenant, comme la pratique d'intervention en visio. En visio, nous, on était déjà prêts à faire ça, mais souvent, il y avait une résistance plus de mes intervenants. Là, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont vu que finalement, on pouvait atteindre les mêmes résultats même si on faisait de l'intervention visio. Puis là, aujourd'hui... Ça rendait l'aide encore plus accessible. Exact. Fait que, on était prêts. On est arrivé, cette crise-là a fait que nous, on était bien placés à ce moment-là. On n'était pas en crise organisationnelle. Fait que, c'est à peu près ces moments clés-là qui a fait qu'à chaque fois, on a eu un edge. Puis, justement, la COVID a fait que l'autre organisme, le CAVGRAF, là, eux, ça a été un peu le dernier clou sur le cercueil qui a fait qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Puis là, c'est là qu'ils m'ont interpellé directement. Le conseil d'administration m'a interpellé. Ça, c'est pas une situation de mutualisation, le CAVGRAF? Oui. Oui? Oui, c'est ça. Quand donc, le CAVGRAF... vous allez vous retrouver sous la même entité? Administrativement, pas à moyen terme, je dirais. Pas à court terme, ça, c'est sûr. Mais à l'époque, le CAVGRAF a vécu tout son lot d'épreuves comme organisation. Mais quand le conseil d'administration m'a appelé il y a 4 ans, clairement, il me voulait comme DG. À ce moment-là, moi, je leur ai dit, je veux pas juste être DG par intérim. J'ai mis mes limites là. Je dis, si je viens DG de votre organisme, c'est juste pour une raison. C'est que je veux qu'on mutualise nos organisations dans le but d'offrir des services à la famille au complet. Parce que le CAVGRAF était du côté des personnes atteintes, l'ALPAMEM était côté des familles. Moi, je voyais qu'en aidant la famille, ça aide la personne atteinte, mais je trouvais intéressant est-ce qu'on aide la personne atteinte, ça va aider la famille. Puis là, j'ai dit, j'accepte de devenir DG si on s'en va dans un exercice de mutualisation. Et donc, la mutualisation, c'est je le voyais plus comme sur le plan administratif, peut-être même se mettre sur le même toit, sauver des coûts, etc., des économies d'échelle, profiter du talent pour deux projets en même temps, mais c'est aussi plus pour
travailler en parallèle sur des services qui sont conjoints ou qui fonctionnent bien ensemble? Plus au niveau des services. À court terme, c'était très administratif. Dans le fond, le besoin de l'Alpabem, l'avantage de l'Alpabem au début, c'était vraiment de dire notre structure fait en sorte que, parce qu'à ce moment-là, on est 7 employés. Puis le plus gros risque qu'on a déjà évalué, c'est si moi je quitte, comment on me remplace? Puis là, ça fait des années qu'on met clairement, ça nous prend un poste intermédiaire entre la direction et les employés. Par contre, on n'a pas assez de ressources pour faire ça. Ça ne justifie pas de rentrer un nouveau admin dans notre structure. On va toujours privilégier un intervenant ou quelqu'un qui va donner des services. Donc, nous, notre avantage dans la mutualisation, ça nous permet de dire, bien, on peut rentrer un DGA, une DGA dans notre structure avec cette mutualisation-là. Pour l'autre organisme, son avantage à court terme, c'était vraiment, OK, j'arrive avec quelqu'un que je ne peux pas me payer, là, parce qu'en termes financiers, il n'y avait pas la capacité de payer un DG senior. Donc là, on se fait une transaction entre organismes. Moi, j'embauche une DGA qui me permet de maintenir mon offre de service Alpabem. Pendant 2 ans, à peu près, presque 3 ans, je mets toute mon énergie dans la restructuration, la consolidation de l'organisme. Puis, le projet, c'est vraiment éventuellement... Moi, mon intention dès le départ, c'est que je mets cette énergie-là sur la structure, autant au niveau de la gouvernance que l'administratif, que la comptabilité. Donc, on essaie d'aller chercher une optimisation à ce niveau-là. Mais l'objectif, je ne fais pas ça pour avoir des gains, d'optimiser ma fonction comptable. À la fin, je vois vraiment une famille rentrer qui ouvre la porte avec son proche, puis on aide la famille de façon systémique. C'est ça le target depuis le début. Donc, tu te donnes combien d'années pour... là, c'est presque fini. La fonction administrative, là, est pas mal réglée. La fonction de gouvernance, moi, j'ai 2 conseils d'administration en ce moment, mais qui se rencontrent en même temps. OK. Donc, on fait un CA 6 fois par année. On a optimisé nos outils de gouvernance. Au niveau financier, les bailleurs de fonds, on était très transparents. Un organisme communautaire aussi, pour amener ces changements-là, il faut que tu le fasses de façon démocratique. Fait que la clientèle de chaque bar, qui sont des membres aussi de l'organisme, on les a amenés à participer aux décisions pour dire vous nous appuyez dans cette vision-là. Puis là, la dernière étape, c'est l'année prochaine, en septembre 2025, où en principe, notre projet de 2e étage et de rénovation du sol va nous permettre de recevoir toute l'équipe du CAVGRAF dans la même bâtisse. Puis là, nous, depuis peut-être 1 an, 1 an et demi, on a le réflexe de, s'il y a une famille qui vient à l'Alpabem, est-ce que votre proche voulait venir avec? Puis là, ils viennent. Puis là, on fait venir un intervenant du CAVGRAF et vice-versa. Quand quelqu'un va au CAVGRAF, est-ce que vous aimeriez qu'on rencontre votre famille? Que ce soit tout dans le même lieu géographique, c'est quand même important pour faciliter ça. Là. Pour l'instant, on est 2 points de service. Pas super loin. Là, ça se fait quand même... petit 20 minutes de marche, mais c'est sûr que... la vision se réalise vraiment, c'est essentiel. Puis là, le but aussi, c'est d'amener... Tu sais, moi, ma clientèle actuellement, les parents ont entre 50 et 65. Là, on a du monde de 45 ans. La moyenne, c'est 45 ans parce qu'on a des enfants, ça fait descendre la moyenne, mais si je me concentrais juste sur les parents, c'est sûr que c'est du 50-60 ans. Donc, à l'Alpabem? À l'Alpabem. Ah, ouais. Parce que la personne atteinte, elle a 18-25, tu sais. 25-30, 30-35. Au CAVGRAF, en ce moment, la majorité de la clientèle, c'est du monde de 50-60 ans aussi. Mais là, c'est les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, mais qui sont, disons, pris dans ce contexte-là. Nous, c'est vraiment d'aller rejoindre les parents de 40 ans avec leurs jeunes de 14, 15, 16, 17 ans. Donc, toutes nos actions... Le CAVGRAF, maintenant, accueille les jeunes en bas de 18 ans. Qui n'était pas le cas avant, c'est ça que tu disais? Ben, l'intention était là, mais d'amener un jeune de 16 ans avec, dans le même bureau, tu vas avoir un monsieur et une madame de 55 ans qui joue aux cartes. C'est sûr que c'est pas la même dynamique, puis il dit qu'est-ce qu'il fait là, lui. Donc, ils se reconnaissent pas nécessairement. Donc, c'est sûr qu'il y a un moment de transition. Fait que oui, on essaie de rencontrer les jeunes, mais souvent, on va les amener à l'Alpabem. Puis quand on va être déménagé, là, ça va être vraiment plus propice pour cet accueil-là. C'est excellent. Il reste... le déménagement, ça va être le dernier point de bascule. Fait que ça, tu vois ça pour l'année prochaine? Oui. Oui, septembre 2025, c'est notre projet. Là, on est dans les projets avec les architectes qui vont déposer les plans de la ville. Puis là, en arrière, on travaille le financement
ce projet-là. On a repoussé d'1 an parce que aller chercher 4 millions, c'est pas si facile que ça. Parce que les coûts de construction ont beaucoup augmenté aussi. Quand on a acheté l'immeuble, nous, il y a 5-6 ans, l'immeuble, 6 000 pieds carrés, une ancienne banque, nous avait coûté 700 000. C'était pas cher. Très bien situé à Laval. On a mis un petit 300 000 d'amélioration locative. Tu rentres là, tu as vu les bureaux, tu étais venu à un événement. Ben là, on veut rajouter un 2e étage de 2000 pieds carrés avec rénover le sous-sol de 2000. Ça coûte 4 millions. C'est 4 fois plus cher pour avoir... Stationnement, l'ironie, c'est que Laval est reconnu pour être une ville de stationnement, mais avec les nouvelles règles d'urbanisme, maintenant, plus tu as de pieds carrés, moins tu as de stationnement. Donc là, j'avais... C'est comme un demi-stationnement. Ouais. Fait qu'il faut que je réduise mon stationnement, en fait, malgré que je rajoute des pieds carrés. Faut que tu réduises? Ouais. Fait qu'il faut que je mette plus d'espace vert. Je pense qu'il y a une église en face, en plus. Ouais. Peut-être... Moi, l'église, j'aimerais ça l'acheter, en fait, pour faire un projet communautaire. Mais ça, on parlait d'hébergement social tantôt. Moi, c'est sûr qu'après que ce projet-là soit terminé, mes organismes et les projets, on s'en va vers le logement social, c'est certain. Pour le restant de ma carrière. Ouais, ça ressemble à ça. C'est super excitant. J'appellerai rendu là. J'ai hâte de voir les suites. On dirait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de talents qui pourraient se retrouver dans le communautaire. Je pense que le communautaire a probablement besoin d'excellents dirigeants, dirigeantes pour faire exploser des causes qui sont peut-être pas assez moussées, comme tu l'as fait chez Alphabem, mais qui sont peut-être pas attirés parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit des salaires communautaires. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que pour quelqu'un qui est habitué dans le milieu des affaires à des plus hauts salaires, peut les retrouver aussi dans le communautaire comme dirigeant? Moi, c'est ça, quand je suis arrivé, j'avais 28-29 ans, premier job de DG. J'étais vraiment en amour avec la mission. Pour moi, il y avait comme un fit parfait, là, ce que j'appelle le cœur, la tête et pas la poche. Mais dans le fond, l'image que j'utilise souvent, moi, c'est ma grand-mère me disait, si tu veux être heureux dans la vie, il faut au moins que 2 de ces 3 éléments-là, tu les retrouves dans un emploi. Donc, il faut que tu aimes la job. C'est qu'il faut qu'en termes d'engagement dans ce que tu aimes faire, il faut que ça soit coché. Au niveau de la tête, il y avait la question de... faut que ça te stimule intellectuellement, faut que tu apprennes, faut que tu te développes. Donc, s'il y a une job, t'offre la tête et le cœur, tu peux faire ça un certain temps. Mais tant que tu en as 2 sur 3, tu peux être heureux dans la vie. La poche, c'est un autre élément. Des fois, il y en a qui ont un conjointe qui peut venir pallier à ça. Puis j'en ai eu dans mon organisme. Quand je suis arrivé, moi, c'était vraiment tête et cœur qui était comblé. Au niveau de la poche, moi, je suis rentré là, 21 piastres de l'heure comme DG, pas de conditions, pas d'assurance, pas d'avantages sociaux, des congés, mais beaucoup de travail. Mais pour moi, ça dit, écoute, je vais travailler de l'interne à essayer de venir améliorer ces conditions-là. Au début, j'ai mis beaucoup d'énergie pour améliorer les conditions de mon équipe parce que j'avais des gens avec des formations universitaires, des intervenants sociaux à 14,50 $ quand je suis arrivé. Donc, pour moi, c'était important de leur offrir des conditions compétitives avec le marché de l'époque et de leur offrir aussi des avantages comme des assurances, un régime de retraite et tout. Donc, moi, au début, j'ai beaucoup travaillé à augmenter le financement pour offrir des conditions qui permettent d'aller chercher des personnes de qualité pour offrir des services de qualité. Quand tu parles de financement, dans l'immobilier, pour nous, des financements, c'est de la dette. Là tu ne parles pas de dette. Non. Tu parles de subventions supplémentaires, de dons. Oui, c'est ça. C'est un standing. Après, tu peux compter dessus pour les années après si tu bâtis ta structure là-dessus. Exact, oui. Donc, la seule dette qu'on a, nous, c'est vraiment l'immeuble en ce moment, si on veut. Mais il y a un locataire qui paye la dette. Nous, on est locataire. Vous êtes le locataire, mais éventuellement, la prochaine dette, il va y avoir un autre locataire qui va être le carographe. Mais non, c'est ça. Fait que quand on parle de financement, c'est d'aller chercher des revenus récurrents supplémentaires qui nous permettent de couper dans les services éventuellement pour dire, regarde, on va faire des choix. Parce qu'on peut on veut garder notre monde, on veut garder notre talent, on a des meilleures conditions. On a effectivement fait des choix de services pour être capable d'offrir la qualité de ce qui pour nous était essentiel. Puis là, c'est sûr que là, on est rendu en 2024. Les conditions de travail qu'on offre sont beaucoup plus avantageuses. Puis nous, on a mis dans notre plan stratégique, là, le dernier, qu'on veut la parité avec le réseau de la santé.
parce que, dans le fond, on est dans une région métropolitaine. Nos employés ou la qualité des services qu'on offre ou le type de service, c'est les mêmes choses que dans le réseau. C'est les mêmes professionnels. Donc, nous, c'est sûr qu'un intervenant qui travaille dans mon organisme, dans 2 ans, parce que l'année passée, on a augmenté de presque 12% les salaires. Fait que c'est un gros bond, dans le but de faire le rattrapage avec le réseau de la santé. Donc, tu sais, nous, un intervenant dans le réseau de la santé va gagner à peu près 40$ de l'heure. Avec un régime de retraite, l'assurance et tout ça. Fait que ça, nous, on tend vers ça. Puis j'en ai qui sont très proches. Donc, pour les intervenants, c'est clair qu'on on va atteindre cet objectif-là. Moi, comme DG, je suis très bien payé maintenant, tu sais. Mais c'est sûr il y avait une notion quand même de sacrifice au début. Puis un moment donné, en devenant père, en ayant des enfants, ben là, tu sais, moi, je le voyais comme un tremplin. Fait que c'est sûr que si l'organisme m'avait pas offert les bonnes conditions, à un moment donné, ben, je suis pas capable de faire vivre ma famille, ben, donner toute mon énergie pour aider la communauté quand j'ai de la misère à nourrir la mienne, ça fait pas de sens par rapport à la mission même de l'organisme, tu sais. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, moi, je sais que ma DGA gagne plus que beaucoup de DG dans le communautaire actuellement. Donc, fait que oui, je suis bien payé. En termes de revenus, pour le communautaire, là, en ce moment, ça tourne à peu près à 150 000 par année, ce qui est quand même très bien payé pour le communautaire. C'est sûr, Ouais. si on se compare avec des chefs d'entreprise, il y en a qui gagnent beaucoup plus. Mais tu sais, quand je compare avec des directeurs du CIS, par exemple, des directeurs de secteur, je suis à peu près dans les mêmes conditions, sinon peut-être un petit peu plus, mais moi j'ai un avantage, c'est que je suis autonome, je réalise ma vision, j'ai de la latitude, je suis pas contraint par des règles, donc ça a une valeur beaucoup plus importante pour moi que me retrouver dans une structure où je suis un pion, mettons. Donc, c'est pas... on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche quand on est dans le communautaire nécessairement. Si on a un impact, on peut... Il y a moyen de bien gagner sa vie aussi, puis c'est pas un vœu de pauvreté. Ben, ça pourra plus, là. Je pense que historiquement, le gouvernement a financé des organismes. On a beaucoup misé sur le cœur des gens pour offrir des services. Maintenant, en tout cas dans le futur, si on veut maintenir un réseau communautaire fort avec des services de qualité, cette stratégie-là ne fonctionnera plus. À l'époque, le communautaire reposait beaucoup sur l'engagement des femmes. Puis c'est encore le cas, là. Majoritairement, les dirigeants des organismes communautaires, les employés, ce sont des femmes. Puis je pense que les combats féministes pour essayer d'avoir des conditions de vie égales aux hommes, ce combat-là commence à avoir un impact dans le réseau communautaire notamment, ce qui fait que les dirigeantes, les intervenantes commencent à avoir des conditions qui permettent faire vivre sa famille, tu sais. Donc on s'en va vers ça. Moi, je sais que dans mon organisation... Oui, puis rester compétitif avec le privé ou avec le but lucratif. Parce que moi, d'avoir un intervenant, nous autres, notre taux de rétention actuellement est à 10-12 ans. Si je parle de mon corps, mon équipe de départ. Ça me semble vraiment bon. C'est pas pire. C'est pas pire. Moi, ça va faire 20 ans, puis j'ai pas de plan de quitter. Il n'y a pas personne... Tu sais, j'ai reçu des offres de l'extérieur. Il n'y a personne qui peut m'attirer avec le cash. À moins qu'on m'arrive avec un salaire que je peux pas refuser, mais tu sais, il y a quelque chose dans mon engagement puis mon attachement à la cause puis dans la réalisation de ma vision qui n'est pas terminée. Fait que moi, tant que ça c'est pas fait, je vois pas qu'est-ce qu'on peut m'offrir qui va me faire changer de place. Puis des grands projets qui attendent aussi. J'essaie d'offrir un environnement similaire à mes collègues. Super intéressant. Donc, aurais-tu des leçons à partager sur ton parcours depuis 2006 à l'Alphabem ou dans ta carrière de dirigeant que tu aurais aimé savoir plus tôt puis qui t'ont servi beaucoup? Ben, j'en ai parlé, je pense, en remplissant le questionnaire, mais moi, c'est plus l'homme derrière. Tu sais, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, parce que moi, je me considère comme un entrepreneur social. L'engagement ou le surengagement, ou tu sais, moi, je sais que par rapport à ma vie personnelle, par rapport à mon engagement, c'est que tu sais, quand tu crées ton entreprise, je peux comprendre les entrepreneurs qui mettent toute leur énergie, leur passion, puis qui ne calculent pas les heures. Moi, j'ai ça. C'est sûr, je l'ai pour mon entreprise, mes entreprises, mais en plus,
il y a comme quelque chose qui contribue à améliorer le bien-être de la population. Fait qu'on dirait que ça vient de donner comme un engagement supplémentaire qui fait que, en termes, ça a des impacts sur la vie personnelle, tu sais, parce que c'est sûr que cette quantité d'engagement-là fait en sorte que moi, j'ai pas été attentif à d'autres choses, notamment dans ma relation avec mon ex-conjointe puis mes enfants. Fait que ça a eu des conséquences. Fait que, tu sais, s'il y avait quelque chose à refaire, moi, je partais du principe que j'avais cette conviction-là que mon engagement dans mon entreprise, dans la cause que je faisais, servir ton karma. faisait de moi un meilleur conjoint, un meilleur papa, un meilleur ami. Puis pas je dénigrais, mais je portais pas attention à la valeur que la famille, mes relations amicales, mes relations amoureuses pouvaient me nourrir dans mon emploi. Quand je me suis séparé, quand mon ex me laissait, puis que là, j'ai fait « Oh! » ça a été un choc personnel parce que là, je me retrouvais dans une situation où finalement ma famille, qui pour moi était vraiment importante dans le parcours que j'ai, là, dans le parcours que j'expliquais au début, moi, de voir ma famille éclater, c'était comme impensable. Donc, c'est sûr que de se séparer, de maintenant de voir mes enfants une semaine sur deux, la première fois que je suis rentré chez nous, la première semaine où je n'avais pas mes enfants, j'ai dit, ça valait-tu la peine, tu sais, de mettre toute cette énergie-là pour cette entreprise-là, puis pour vivre ça, tu sais, me retrouver tout seul une semaine sur deux. Fait que moi, j'avais vraiment l'impression que c'était mon travail qui donnait un sens à ma vie. Puis là, j'avais pas réalisé à quel point ma famille donnait un sens aussi à mon implication. Fait que s'il y avait quelque chose que je changerais, ou ceux qui nous écoutent, je dirais... Ça se reflèterait comment? C'est du temps ou c'est d'essayer d'être plus présente quand tu es avec eux? C'est où que ça se concrétiserait? En termes physiques, j'étais là. Je veux dire, c'est moi qui allait porter les enfants. C'était encore le cas, qui fait les devoirs, qui allait coucher les enfants, mais j'étais comme absent. Même si j'étais physiquement là, j'étais toujours préoccupé, j'étais toujours en train de réfléchir. Donc, ma qualité d'attention, je te dirais, ou la façon que je regardais l'autre n'était pas là. Fait que c'est sûr, quand il y avait des périodes de pointe, avant, c'était comme 2 par année. Fait que ça passait dans la famille, mais quand c'est pratiquement 10 mois sur 12, à un moment donné, il y a comme une distance, un fossé qui se crée. Puis évidemment... Puis des fois, c'est pas volontaire. Qu'est-ce que tu as fait pour créer cet espace-là dans ta tête pour être plus présent? C'est pas facile. Je l'ai pas fait, là. Je veux dire, moi, je me suis séparé. Comment tu le ferais à refaire? Est-ce que tu as trouvé des solutions à ça? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très difficile d'arrêter les pensées, d'arrêter les idées, d'arrêter ta tête. Là. Hier soir, je me suis couché, puis ça m'a pris 1 heure à m'endormir parce que je pensais et repensais à plein de choses. Puis j'aurais bien aimé savoir comment arrêter ça, puis être dans le moment. Puis même chose avec ma famille. C'est pas toujours facile, mais je sais pas si tu as trouvé des solutions. Je pourrais pas te dire parce qu'il y a quelque chose qui est... moi, je suis quelqu'un qui dort déjà à la base 4 heures par nuit, 5 heures par nuit. Fait que ça, c'est mon mode déjà. Fait que c'est quand même intéressant du point de vue réflexion. Là, j'ai du temps pour penser. Mais sachant que j'ai ce temps-là pour passer, peut-être qu'au lieu de m'asseoir sur le balcon, m'amener tout seul avec mon cigare, mon scotch, en train de réfléchir le week-end, je rentrais peut-être à la maison faire la vaisselle, puis donner un petit coup de main. Puis moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes les tâches ménagères, c'était une opportunité peut-être pour être en relation que je prenais pas. Fait que, si je ferais quelque chose de différent aujourd'hui, je ferais la vaisselle. Les petites tâches du quotidien. Ouais, je ferais les petites tâches du quotidien parce que c'est toutes où je ferais l'épicerie avec ma conjointe parce qu'à l'époque, moi, tout était compartimenté. Fait que, je me disais, va faire l'épicerie tout seul. Moi, je vais faire d'autres choses pendant ce temps-là. Fait que je saisirais plus les opportunités d'être avec elle, avec mes enfants, dans le quotidien. Parce que ça a une valeur ajoutée que je voyais pas à ce moment-là. C'est ce que je ferais différent. Très bonne leçon, durement acquise. Mais on peut pas tout faire parfaitement quand on est entrepreneur. Ça va tellement vite, puis c'est souvent plus grand que nous. Puis, donc, juste pour rappeler, j'aime ça, partager les opportunités qu'il y a avec vous. Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment? Donc, déjà, il y a le vernissage qui va être la semaine prochaine. Donc, c'est dans une semaine.
On va vraiment s'arranger pour que l'épisode sorte le plus rapidement possible. On aimerait ça pouvoir en profiter pour annoncer ça. Il reste des billets. Oui. Je sais pas d'ici est-ce qu'on réussisse à sortir l'épisode, il va en rester encore. Je pense que ça se vend vite, mais on peut faire une annonce là-dessus. Puis sinon, comment est-ce que les gens peuvent vous supporter dans ça, autrement que par le vernissage? Ben, moi, par rapport au vernissage, il revient chaque année. Donc, déjà là, si les gens ne peuvent pas cette année, ils peuvent l'année prochaine. Nous, par rapport à cet événement-là, c'était aussi une occasion pour les entreprises de s'associer à la cause, donc soit en commanditant, par exemple, l'événement, en faisant un don, en parlant de santé mentale dans leur entreprise. Le vernissage s'inscrit dans cette semaine-là. Donc, aussi, les gens peuvent miser sur des œuvres. On cherche toujours des artistes qui peuvent contribuer. Donc, par rapport à la campagne de financement en soi, c'est à l'année. Quelqu'un qui se sentirait coupable parce qu'il n'a pas pu venir, il peut faire un don tout au long de l'année. Parce qu'on a sorti l'épisode 3 jours avant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On reçoit les dons tout au long de l'année. Une des choses simples, c'est vraiment, ça paraît cliché, là, mais d'aimer la page Facebook, l'Instagram. C'est une façon de recevoir les communications, puis de voir ce qu'on fait. Fait que déjà là, puis de s'associer aussi à une cause. Fait que nous, les conférences, par exemple, on en fait à tous les mois. Donc, c'est certain que les gens qui nous écoutent, il va y avoir une thématique qui va les intéresser, d'y assister ou de partager cette conférence-là à son réseau. Ça, c'est des conférences en personne. En personne puis en web, en direct et tout ça. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est pas un gros geste de dire, ben regarde, il y a une conférence, comme hier, on parlait de la santé mentale des hommes. Je veux dire, c'est quand même une thématique qui peut toucher beaucoup de gens. Fait que juste de dire, hey, il y a une conférence là-dessus, tu partages ça à ta communauté. C'est sûr qu'il y a des hommes, par exemple, qui vont dire, hey, je pense que je vais y assister, ou de l'écouter avec quelqu'un. Déjà là, ça, c'est un geste qui est simple. Sinon, sur le plan individuel, dans le cadre de discussion avec des amis, collègues de travail, de prendre un moment de dire comment tu vas, aujourd'hui, tu n'as pas l'air de bien aller. On a tout le réflexe de dire oui, ça va bien, mais des fois de parler de soi aussi, de dire ben moi, en ce moment, ça va pas bien, je passe une période difficile, ça va pas bien avec ma conjointe, ou j'ai telle préoccupation. Fait que d'ouvrir sur sa propre santé mentale ou des enjeux qu'on peut vivre alentour de nous, ça l'ouvre la discussion avec d'autres. Fait que déjà là, de parler de santé mentale avec son entourage, c'est déjà faire un geste qui va contribuer à améliorer la santé mentale de tout le monde. Puis quand on ouvre ça, ben, les gens vont s'ouvrir eux-mêmes sur leur propre détresse. Puis là, tu peux parler qu'il existe des ressources. Sinon, ben, nous, c'est sûr que notre plus gros projet, on en parlait tantôt, c'est notre projet d'immobilisation. Donc, on veut construire un 2e étage, rénover le sous-sol. Donc, c'est sûr qu'on cherche des grandes contributions. Donc là, nous, on a un trou de 1,5 million à aller chercher en l'espace d'1 an pour notre projet. Donc, c'est sûr que s'il y a des entreprises qui veulent faire des dons majeurs, ou des particuliers là, qui ont des fortunes puis qui veulent contribuer à notre projet, ben, moi, je les invite à rentrer en contact avec moi, parce que pour leur expliquer l'intention derrière, ben, à quoi ça va contribuer, je pense que quand tu comprends ça, ben là, tu sais qu'on va vraiment aider notre communauté de façon assez particulière, parce que ce qu'on fait ou ce qu'on va faire, ça se fait pas actuellement au Québec. Là. Quand on parlait de prévention, là, nous, on va faire de la prévention pour de vrai. Entre les mains des citoyens. Oui. Puis, je sais que tu me disais aussi que vous recevez beaucoup d'aide via l'expertise des entreprises qui vous donnent pour vous supporter. Ça aussi, ça doit certainement être une contribution que vous appréciez. Ben, les dons en argent, c'est une chose, mais effectivement, les dons en temps, quand les gens ont des expertises, c'est quelque chose qui est super Y a une expertise en particulier que vous recherchez? Ben là, c'est sûr qu'on s'en va dans un projet d'immobilisation. Donc, tout ce qui touche au financement par rapport à ça, l'accompagnement au niveau de l'architecture. On travaille avec une firme d'architectes, c'est sûr, les entrepreneurs, des gens qui ont des entreprises en construction puis qui voudraient offrir certains matériaux, offrir du temps. Du pro bono dans la construction d'un immeuble, c'est certain que là-dessus, on est super ouvert. Mais les gens qui nous écoutent, on a toujours besoin de certaines expertises sur le conseil d'administration. Là, comme en ce moment, il nous manquerait un volet plus légal. Okay. Parce que nous, notre conseil d'administration est composé de clients qui utilisent les services. Donc, autant on a 2 personnes qui ont des enjeux de santé mentale qui sont sur notre CA.
On a 3-4 familles qui utilisent les services qui sont sur le CA, puis j'ai des externes, donc des gens en ressources humaines, en communication, en comptabilité. Là, il nous manquerait une expertise légale. Donc, l'idée, là, c'est que si quelqu'un est touché par la cause, qui veut donner du temps, puis moi, quand je parle du temps, c'est pas obligé d'être un 20 heures par semaine, mais c'est sûr Mhm. que quelqu'un qui me dit, je veux juste te donner 1 heure à vie, je vais c'est pas optimal pour moi, là, mais quelqu'un dit, garde, j'ai le goût de Ongoing. m'engager peut-être pendant 1 an, 2 ans, tu peux m'appeler. Des fois, c'est pas nécessairement en termes d'heures, c'est pas si important, mais au moins, il y a une Mais continuité. d'avoir quelqu'un que tu peux Ouais. appeler. Fait que, qui m'appelle. Puis, je vais essayer de voir comment on peut faire un parrainage avec nos besoins. Mais j'espère que ça peut vous apporter quelque chose. Certain. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié d'aborder? À toutes les fois, je termine une entrevue puis je dis, oh, on n'a pas parlé de ça, ça aurait tellement été intéressant. Mais y a-t-il quelque chose qui te vient en tête en ce moment? Écoute, que moi, t'as- il va falloir que je te le dise après, mais non, mais je pense qu'on a vraiment été dans plusieurs angles. Je pense qu'il faut dire quand même que Léo, tu es un artiste vraiment exceptionnel parce que qu'est-ce que tu as fait lors de notre vernissage, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Fait que s'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est comment tu as beaucoup de talent. Puis je pense que j'espère que tu vas retrouver cette facette-là de ta vie, puis tu vas pouvoir la mettre à contribution parce que c'était quelque chose d'assez particulier. Ben, merci Puis beaucoup. ben, j'ai hâte de te Ça va retrouver à notre vraiment me faire vernissage. plaisir de revenir dès que mon studio, je le réouvre. En ce moment, c'est pas le chapitre de ma vie, mais c'est sûr que ça va revenir. Ça fait partie de moi. Ça m'a fait plaisir de contribuer avec vous. Il y a une question que j'aime bien poser à nos invités à la toute fin, c'est celle du billboard imaginaire qui serait à la vue de tout le monde sur notre planète. Qu'est-ce que tu mettrais comme message sur ce billboard-là? Là, tu parles comme une photo. Ça peut être une image, ça peut être un message, mais ça serait une pancarte que tout le monde voit, puis c'est un message que tu lances à notre monde entier. Je dirais comme faites de votre vie un passage qui aide votre communauté, quelque chose comme ça. OK. Donc, transformer le monde, mais un coin de rue à la fois. Tu sais, parce que des fois, on veut changer le monde au complet, puis on se sent impuissant par rapport à... Des fois, on entend des histoires remarquables de personnes qui ont transformé le monde, là, tu sais, puis là, ça nous inspire beaucoup. Pas Puis besoin là, d'être Gandhi pour non, changer tu le sais, monde. juste transformer son coin de rue, parler à son voisin, connecter avec les gens de son quartier. C'est quand même assez impressionnant comment ça peut être puissant. Donc, de saluer les gens, leur dire bonjour, de connecter avec son voisin ou juste travailler sur le coin de sa rue, on peut faire vraiment une grande différence dans la vie des gens. Super. Hey Patrice, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci de C'était l'invitation. vraiment une belle entrevue, puis j'ai hâte de la partager. Merci.